Et bonjour à tous, bienvenue à 20 minutes au carré, configuration complètement différente aujourd'hui, on est fou. On a mis des sièges individuels, plus de canapé, gros investissement de la boîte, et puis Romain qui prend petit à petit le contrôle de cette émission et qui est au milieu de nos deux prestigieux invités du jour, Godefroy Jordan qui va nous parler de Twineva, Jaudoin Mitrani, vous le voyez bien j'espère, qui va nous parler de Minted. On va surtout beaucoup parler d'art, d'NFT. On va, comme d'habitude, divaguer. C'est un peu le principe de l'émission qui n'a pas été très bien préparée cette semaine encore. On va vous parler de notre actualité aussi, puisqu'on a quand même 2-3 petites annonces à faire assez sympas avec vous tous. Bienvenue notamment à CED, 71 en force. Et puis voilà, on va vous parler globalement de l'actualité Web3 du moment. Et on va commencer directement par saluer Paul. Oui, c'est vrai. Et ouais. Salut Paul. Mais t'oublies aussi quelque chose, il ne faudra pas l'oublier. Hein. Qu'est-ce qu'il y aura pendant cette émission? Il y aura un quiz. Voilà, merci. Et que serait 20 minutes au carré sans quiz? Donc on salue Paul qui a remplacé Hélène qui prend quelques jours de vacances bien mérités. Et donc normalement on aura quelques problèmes de son au cours de cette émission. Mais bon, voilà. On s'en excuse même plus. Vous savez que ça fait le charme de 20 minutes au carré. Et voilà, je voulais vous... Préviens-nous Paul, c'est tout quoi. Ouais. Tu nous préviens quand c'est réglé. Je voulais vous remercier d'être venus tous les deux. Je vais commencer par toi, Jaudoin, parce que tu étais sous le feu des projecteurs récemment. Vous avez annoncé en grande pompe votre sortie du bois il y a de ça quelques jours et la levée en seed, c'est ça, de 3 millions pour Minted. Pour Minted, voilà. Exactement. Pour Minted, qui est un projet vraiment dans lequel on a voulu mettre les créateurs au centre un peu du jeu. On a une passion commune avec Thierry et Eric, qui sont les deux autres fondateurs. On a une passion pour l'art et particulièrement pour la photographie. Et on s'était rendu compte assez rapidement que finalement, le Web 2 avait été un formidable accélérateur de visibilité pour les photographes, mais une sorte de forêt de Sherwood dans lequel ils se sont fait abondamment piquer en fait leur création. Et sans vouloir être les Robin des Bois du Web 3, on s'est dit qu'il fallait que la chaîne de valeur soit à nouveau finalement en faveur des photographes. Donc on a construit vraiment notre idée selon laquelle les photographes pouvaient aller dans la blockchain, dans un environnement qui soit sécurisé, qui soit pensé pour leurs usages et qui leur permette finalement de rencontrer une nouvelle audience qui est celle du Web3, qui est une audience qui reste difficile à manipuler puisque en fait les codes du Web3 sont assez différents finalement des codes du Web2. Et ce qui est intéressant également, c'est que la technologie finalement dans laquelle on a eu envie de partir était celle de Tezos, très rapidement parce qu'on a senti que déjà Tezos était une techno qui était extrêmement mature, qui avait un regard très fort à l'égard des créateurs et qui en plus avait l'avantage de proposer une technologie d'une grande proximité, d'une grande versatilité, c'est-à-dire que la possibilité en permanence d'ajouter des fonctionnalités nous permettait d'avoir finalement une grande agilité dans les projets qu'on peut proposer aux artistes. Et pour nous, ça a été vraiment quasiment un point de différenciation au début, et aussi parce que Tezos c'est Proof of Stake, et donc on va dire carbon efficiency, pour pas dire quasiment low carbone. Donc preuve d'enjeu, et ils compensent leurs dépenses carbone, c'est ça ou Non, ils sont pas dans la compensation carbone, c'est surtout leur protocole qui consomme très peu d'énergie. Et donc c'est un peu comme si d'une certaine manière un type se comporte très mal dans la semaine et va voir son curé à la fin de la semaine et demande l'absolution. En fait, chez Tezos, on n'est pas dans la compensation carbone, on est vraiment dans une sorte de vision native d'un protocole qui consomme peu d'énergie. D'ascétisme. Ouais, une sorte d'ascétisme. Ce qui est intéressant aussi avec Tezos, c'est que c'est une techno qui est très mature, mais globalement, le Web3, ça reste compliqué. Et c'est compliqué à manipuler. Je défie quiconque... même avec un bon background technologique, d'aller créer son wallet sur Kukai, d'aller dans un environnement Web3 avec une grande simplicité. Donc le deuxième paramètre, c'est qu'on s'est dit, mais il faut que tout ça soit simple. Il faut que tout ça soit facile d'accès. Il faut que le créateur ait le sentiment qu'il va être dans un environnement qui le protège et qui lui permet de toucher une audience extrêmement large, mais avec des outils technologiques qui soient aussi simples que de créer un compte Instagram. Donc ça, c'est vraiment un enjeu pour nous et c'est comme ça qu'on construit la plateforme aujourd'hui. Parce que quand tu parles des photographes d'art, tu parles des photoreporters ou tu parles aussi
de nous tous qui pouvons être Non, photographes à nos on heures est perdues. vraiment parti sur l'observation du marché de l'art spécifique de la photographie. Il faut savoir que le marché de la photographie d'art pèse très peu dans le marché de l'art global, pèse entre 2 et 5%, donc ça reste un tout petit marché. Mais c'est un marché qui a une particularité, c'est que les créateurs, les artistes, les photographes ont en fait finalement en catalogue beaucoup plus d'œuvres qu'ils n'ont la possibilité d'exposer. En fait, ils exposent très peu, parfois 10%. Il y a des grands photographes comme Sébastien Salgado. On imagine, on sait qu'il a quasiment entre 7000 et 8000 images et il en commercialise, entre guillemets, qu'un dixième. Donc, ils ont un patrimoine, ces photographes, qui est absolument incroyable. Le deuxième paramètre, c'est que très rapidement, et aussi avec notre actionnaire, notre partenaire qui est Fnac, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester cantonné à la photographie d'art. Donc on a étendu finalement à l'ensemble des expressions artistiques, la BD, le manga, le livre. Et tous ces créateurs qui existent aujourd'hui, qui ont travaillé depuis des dizaines d'années pour certains, pour exprimer un art qui soit juste, avec des valeurs qui soient fortes, on pense qu'ils ont leur place dans le Web3 et on aimerait les promouvoir dans le Web3. Ça ne veut pas dire que des artistes émergents, on sait notamment dans la scène Tezos qu'il y a énormément d'artistes qui émergent, des gens dont on n'avait jamais entendu parler et qui ont un talent extraordinaire et qui d'ailleurs aujourd'hui ont des floor prices qui sont vraiment très élevés. Je pense à Zancan, je pense à d'autres projets comme Sutu. Ces artistes ont aussi leur place en fait dans notre environnement, mais l'idée c'est de créer vraiment un pont entre des artistes qui sont des artistes qu'on pourrait qualifier de patrimoniaux et des artistes émergents, le tout avec un effort de curation qui est très important. D'accord. Alors, très concrètement, quand tu dis qu'ils ont leur place dans le Web3, c'est que vous allez émettre pour eux des NFT, c'est que vous allez, je sais pas, leur proposer d'autres solutions technologiques. Le NFT, pour nous, c'est le point d'entrée, finalement, c'est un point d'entrée technologique. En fait, en réalité, derrière le NFT se cachent beaucoup d'autres choses qu'on pourrait développer. On a notamment la NFT Utility, qui est d'associer finalement à une œuvre d'art un pass pour découvrir une expérience, par exemple. Et nous, qu'on s'est dit qu'on voulait que la plateforme Minted soit une plateforme qui soit déjà un espace de bienveillance et de sécurité pour les artistes. Et c'est un espace dans lequel ils vont faire deux choses. Ils vont déjà protéger la valeur et créer la rareté autour de leurs œuvres, puisqu'on sait qu'il n'y a pas de marché de l'art sans rareté. Et la deuxième chose, c'est qu'ils vont pouvoir aussi utiliser la plateforme pour exprimer des nouvelles formes de création. On parle notamment du generative art, qui est une sorte de nouvelle façon d'écrire de l'art en superposant en fait via des algorithmes différentes images qui constituent finalement une nouvelle image, une image unique et assez incroyable, quasiment générée par informatique. Et donc ce type d'image, quand on a la plateforme qui permet de le faire, on a les moyens de proposer aux créateurs non seulement de minter leur œuvre, c'est-à-dire de protéger leurs assets dans la blockchain, mais en même temps de découvrir de nouveaux pans créatifs. Donc c'est comme ça qu'on a construit notre modèle. Vous allez les aider aussi là-dessus. Vous Exactement. allez leur proposer oui, parce que formations. La relation entre les artistes aujourd'hui et leurs agents, entre les artistes et les musées, entre les artistes et les collectionneurs, c'est une relation qui est très analogique. Et elle est très émotionnelle. On ne peut pas couper cette émotion, on ne peut pas la supprimer. Donc on veut associer à la technologie de la relation et réinjecter dans cette relation Web3 une dimension très analogique. Ce que j'appelle une relation analogique, c'est une relation dans laquelle, voilà, moi je suis agent d'artiste, j'ai une galerie, je vais me battre pour mon artiste, je vais l'exposer, je vais accrocher, je vais décrocher son œuvre, je vais écrire, on en parlait tout à l'heure, je vais écrire un livre incroyable sur cet artiste. Tout ça, en fait, ça doit exister. Et ce n'est pas forcément la blockchain qui le propose. Tout ça, c'est off-chain. Donc, en fait, c'est ce jeu permanent entre des assets dans la blockchain, une expression d'art dans le Web3 et une relation très forte avec les artistes pour qu'ils puissent être dans un environnement qui leur permette d'exprimer leur création, tout simplement. On reviendra tout à l'heure sur ce qui est vraiment dans la blockchain et ce qui est en dehors. Mais tu t'es tourné vers Godefroy. On ne peut pas faire meilleure transition. À mon avis, il y a pas mal de choses qui viennent d'être dites par Jodoin je bois ses paroles. Qui doivent pas. te faire réagir parce que, en quelques mots, tu peux l'expliquer. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ça fait plaisir. Tu peux l'expliquer à tout le monde. Toi, ça fait pas mal de temps aussi que tu regardes ce qui se passe en matière de Web3 et de culture avec Twineva. Oui, nous, on n'est pas du tout une plateforme. On est un collectif de vétérans et d'experts du numérique et du patrimoine. Et
qui avons regardé la connexion qui s'est faite grâce au NFT entre le monde de l'art et la blockchain, et avec une définition beaucoup plus simple de studio NFT de l'art et du patrimoine, et une vocation d'être un truchement entre des projets artistiques qui veulent aller sur la blockchain, et donc en étant plutôt dans une posture de coproducteur. On trouve des démarches dans la scène NFT qui ressemblent beaucoup plus à l'audiovisuel, parce que c'est des projets où, comme tu l'as évoqué, il faut associer parfois des artistes entre eux, faire des collaborations, il faut produire des choses nouvelles. Tu as parlé du génératif. Génératif, aujourd'hui, la plupart des artistes, à part une petite minorité, des artistes Web 2, ils ne peuvent pas coder eux-mêmes leur œuvre d'art. Donc il faut tout d'un coup monter un partenariat entre une équipe informatique et un artiste, et ils vont travailler ensemble. On retrouve des choses d'ailleurs qui ne sont pas du tout nouvelles. Quand Raphaël faisait de l'architecture à la Renaissance, ou quand des grands artistes du XXe siècle se lançaient dans l'architecture ou dans des fresques géantes, ils faisaient appel à des équipes d'artisans, à des architectes, à des techniciens pour relever des challenges technologiques pour exprimer leur œuvre. Donc c'est pas nouveau, c'est juste que c'est de nouveaux modes de collaboration, et c'est deux mondes aujourd'hui qui s'ignorent totalement. Voilà, donc nous on s'est mis dans cette position, non pas de travailler avec les artistes vivants qui ont du mal à rentrer dedans et qui veulent rentrer dedans. Nous on est positionnés aux côtés des musées, des institutions, ce qu'on appelle les estates, c'est-à-dire les fondations d'héritiers de grands artistes, qui regardent tout ça, voient le train démarrer et voudraient monter à bord. Et donc avec des logiques qui sont un peu plus en amont que la plateforme elle-même, puisqu'il s'agit de définir des stratégies en phase d'abord avec leur politique culturelle. Il y a des musées qui veulent retrouver de l'audience, parce qu'elles l'ont perdu avec la Covid. Il y a des musées qui veulent toucher des publics jeunes, parce qu'elles ont des publics vieillissants. Il y en a qui veulent s'ouvrir à l'innovation ou à l'art contemporain, parce qu'elles ont des collections plutôt assez traditionnelles. De l'art, il y a un musée de la préhistoire, il y a un musée national du Moyen-Âge, vous voyez. Et comme tu l'as évoqué, il y a aussi une contingence qui est que sur la scène Web3, il y a beaucoup de nouveaux artistes qui ont créé déjà des codes. Il y a déjà pas un imaginaire, mais il y a déjà des tendances, des modes, des choses qui marchent pas. Elles sont évidemment issues de la 3D, le jeu vidéo, le graphisme, le street art, mais on est parfois très 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 loin des beaux-arts traditionnels. Et pourtant, il va bien falloir qu'on fasse le pont. Alors, il y a des expériences intéressantes, parce que d'un côté, on a Beeple, que tout le monde connaît, qui dit il y a des gars qui m'ont amené un bouquin d'un truc qui s'appelle Le Louvre, et j'ai vu qu'il y avait des gens qui travaillaient avec un pinceau, c'est formidable, et qui fait semblant, une posture, d'être à l'avant-garde, et qu'il ne sait même pas que ça existe, quoi, la peinture, les beaux-arts, l'art moderne. Ah ouais, c'est génial, je suis content que ça existe, mais moi je suis dans un autre truc. Et puis de l'autre, on a des artistes comme, je ne sais pas si vous connaissez Volker Hermes, qui est un type qui fait une série qui a cartonné de NFT, notamment il a été aussi vendu par Christie's, où il prend des tableaux anciens et il masque les personnages, donc il retraite sur ordinateur des tableaux qui sont dans le domaine public. Bon, et lui, il fait de l'art digital sur de la peinture ancienne. Donc on voit bien qu'il y a ces expérimentations. Donc nous, notre job, c'est d'arriver à créer des stratégies NFT à partir de collections existantes. Et donc là-dessus, il n'y a pas 1000 chemins. Il y a faire des jumeaux numériques. Alors, on a vu des expérimentations de jumeaux numériques. Je ne sais pas si vous avez vu. Jumeaux numériques, on a une œuvre réelle. On a une œuvre réelle. Voilà. La même chose qu'il pourrait avoir dans la photo. On prend une photo de Helmut Newton et puis on en fait un NFT. Ouais. Alors, dans la différence avec un artiste vivant qui va avoir des photos sur son ordinateur qu'on n'a pas vues, c'est qu'il maîtrise la rareté. Le paradoxe, c'est que le tableau qui est dans une collection nationale, il nous appartient à tous. C'est-à-dire la Joconde, elle appartient au monde entier, elle appartient à l'État, elle est inaliénable. Et puis après, on l'a tous sur notre téléphone. On l'a tous sur notre téléphone. Alors, voilà. Et donc le NFT, il vient certes apporter ce que tu disais tout à l'heure, il vient permettre de redonner un type de propriété dans un monde où dans le numérique, finalement, l'œuvre, dès qu'elle était numérisée, perdait immédiatement sa valeur. Donc ça, c'est formidable. Ça devient le type de propriété par la blockchain qui redonne de la valeur aux œuvres d'art. Et si je reprends une œuvre d'art qui elle-même n'est pas à vendre, il y a un paradoxe. Et donc le jumeau numérique, il a du sens si on en fait quelque chose qui donne plus. Alors des exemples,
des scans ultra haute définition. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Okay. Ça demande un investissement matériel parce qu'il faut fermer le musée, venir avec du matériel. Et là, tout d'un coup, vous avez une image qui n'est pas celle qu'on a volée avec son iPhone. Vous avez une image, vous pouvez descendre dans la touche du peintre. On a l'impression d'être un petit robot qui va sur Mars et on explore une nouvelle planète. Bon, il y a la possibilité de donner plus d'informations. Un musée, quand il a un tableau, derrière, il a des archives, des esquisses, des articles universitaires. Si demain, j'ai pas de problème de place dans mon petit musée dans le métaverse, bah, si j'achète ce jumeau numérique, peut-être que je vais pouvoir exposer carrément dans une pièce plein de choses, qui fait que mes copains qui vont venir vont être heureux de venir, voire des inconnus qui vont visiter mon petit musée. Bon. Donc ça c'est le jumeau numérique. On peut aussi rajouter de l'émotion. On est multimédia, on peut rajouter du son, on peut rajouter de la musique. Après, il y a la deuxième possibilité, c'est les collaborations. Donc on a vu pas mal de choses aussi là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu la tête de Léonard de Vinci, vendue aux enchères par Christie's, qui était une tête d'ours. Ah oui, recouverte d'autres. Voilà, et qui a été faite par Akatao, qui s'est amusé à la recréer. Et quand on visitait l'exposition de pré-vente, avec des lunettes Oculus, on voyait, en s'approchant du dessin, cette tête qui sortait et qui était une œuvre d'art digitale d'un des 10 plus grands artistes NFT aujourd'hui, qui est ce duo italien Akatao. Donc l'idée, c'est de faire des ponts avec des collaborations. Donc là, on peut dire, voilà, là, cette année, on a une exposition sur tel peintre qui fête ses 100 ans ou ses 200 ans. On va demander à des artistes de la scène NFT de venir créer autour. Ça, c'est intéressant parce que ça permet de créer des œuvres nouvelles, vraiment 100% digitales, et puis ça permet d'amener une modernité à l'œuvre. Et puis après, il y a la troisième dimension, c'est les produits dérivés. C'est la carte postale. Bon, il y a une plateforme française qui fait ça, qui s'appelle La Collection, qui fait vous avez des tirages de 1000 ou de 5000. Voilà, au Koussaï. Au Koussaï, voilà. Alors, au British Museum, on a ça en entrant, on nous propose voilà, ça. Vous pouvez avoir, vous arrivez dans le musée, vous avez un grand QR code, vous le flashez. Donc, on réinvente la carte postale. Ça serait si c'est une seule image qui est répétée plusieurs fois. Puis après, on peut faire du collectibles, du PFP, du profile picture, c'est de dire on va mettre des artefacts ou des items et on va faire que l'image, on puisse en faire 5000 images uniques. Voilà. Voilà. Et donc tout ça mis bout à bout, quand on commence à poser ça sur la table, sans compter ce qui arrive, parce que là on parle des NFT, mais il y a les NFT locatifs qui ont été annoncés il y a 2 semaines par Vitalik, il y a les Soulbound tokens, il y a les NTT, il y a les NTT, les tokens qu'on ne peut pas transférer, qui sont nativement intransférables. C'est ça, c'est les Soulbound, comme soit burner, soit... Voilà, il y a les fractional NFT, il y a qui permettent la titrisation. Donc en fait, le truc d'un point de vue technologique est en train de devenir hyper plastique, hyper riche. Et derrière, il faut avoir des projets, des projets qui soient cohérents avec ce que veulent faire les musées. Et nous, notre job au quotidien, c'est de faire le truchement entre leur politique culturelle, les opportunités sur leurs assets, et après, de les accompagner, sachant qu'il va falloir après aller vers des plateformes. Vers une plateforme. Je vous arrête. Alors, en fait, c'est pas une émission, c'est un club de il n'y a plus qu'une. Nous le savons ce soir, il n'y a plus qu'une plateforme. Voilà. Je vous arrête 2 secondes parce que moi, je fais le truchement entre le serveur et nous tous. Et je reboucle parce qu'il y a des gens qui sont arrivés entre-temps. Et donc, je vais réduire et résumer ce que vous venez de dire pour que les personnes qui viennent seulement de nous rejoindre sachent qui on a autour de la table. Vous avez Romain que vous connaissez. Vous découvrez ses tatouages, il est habillé manche courte aujourd'hui, casaque rayé, il est parfait. Chemise blanche, face à moi, Godefroy Jordan, Twineva, fait des NFT, des solutions NFT, mais beaucoup plus que ça. Vous ferez marche arrière et vous écouterez tout ça pour les musées. Et on parlera tout à l'heure de l'accueil des musées, parce que là, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. On va aussi se demander tout ce qu'ils ont envie de faire, parce que moi, je vois quand même pas énormément de choses bouger encore, et ça m'interpellait, et c'est aussi pour ça que je voulais t'avoir aujourd'hui avec moi. Et puis, à ma droite, polo, bleu, saillant, Jaudoin Mitrani, qui a fait l'actualité ces derniers jours avec sa levée pour Minted, une boîte dans laquelle est entrée Darty, notamment Fnac Darty. Et Darty. C'est le même groupe, non? C'est le même groupe. Ok, Fnac Darty, pardon. Et qui propose des solutions complètes, une plateforme pour des artistes qui voudraient tirer profit du Web3, à la fois pour en tirer des revenus, mais aussi régénérer leur art, puisque tu les aides aussi, vous allez aussi les aider à tirer profit de ces nouveaux outils qui permettent d'aller plus loin dans la création artistique, en tout cas d'utiliser des couches numériques. Tout ça. De l'autre côté, nous avons Usul, nous avons Bitload, nous avons CED. Tout le monde est présent. Petite communauté ce 26 juillet. On sent que vous êtes allé chercher le soleil, vous allez découvrir ça
en replay pour les autres, mais les meilleurs sont là. Et oui, bien sûr. Et les gars, comme vous n'êtes pas hyper nombreux, je vous annonce d'ores et déjà que vous avez de très fortes chances de gagner le quiz que nous allons organiser tout à l'heure. Parce que vous êtes 5. Je ne sais pas, on n'a pas les compteurs. Il faut se méfier. Il y a aussi pas mal de gens qui viennent et qui ne nous disent même pas bonjour. Voilà. C'est triste, mais nous, on vous aime et on vous dit bonjour. Et puis on posera tout à l'heure quelques petites questions sur ce qui s'est passé la semaine dernière pour vérifier que vous étiez là et puis pour vous proposer un NFT. C'est toi qui vas le proposer, Romain. Qu'est-ce qu'on fait gagner aujourd'hui? Je sais même plus. Alors, c'est toujours via Uncut, via la plateforme de Carlos qu'on fait ça. On a édité 5 exemplaires d'un NFT avec Jodouin, qui nous sert du... Il le sait pas. Ah, tu le découvres. Eh ben, je découvre. Je suis un NFT. Non, mais en gros, c'est qu'on utilise... Quel est mon floor price? C'est gratuit. Ah, je suis gratuit. Alors, qu'est-ce que tu puisses m'offrir que je puisse revendre? Ça, c'est le Web3. Bah, écoute, ce qu'on pourra faire, c'est que c'est un projet que j'ai proposé à Laurent, c'est qu'on fasse, nous, une collection avec l'équipe et tu pourras participer au jeu pour gagner un des NFT de l'équipe. Ah bah alors là, c'est une sorte de whitelist. Voilà, tu seras sur une sorte de whitelist gratuite, mais tu pourras participer au jeu. Voilà. Donc, je rappelle que ce NFT donne accès à une section d'Uncut où il ne se passe rien, mais absolument rien. si. Donc, on est content. J'ai répondu à Bitload à ce sujet en début de semaine. Il va se passer des choses. Mais voilà, j'ai expliqué qu'on est surchargé avec Laurent. On vous néglige un petit peu sur cette communauté, mais on espère justement s'occuper un peu de vous. Moi, j'ai peaufiné le bronzage. Un peu mieux de vous sur les autres plateformes. Et Usul, je vois que tu n'as pas encore gagné de Uncut, mais ce n'est pas Uncut avec un K, tu vas être déçu. Uncut avec un K, c'est Booba. Là, c'est Uncut avec un C, c'est Carlos Diaz. Il envoie aussi, et c'est un... Il chante moins bien. Je crois qu'il chante moins bien. On s'en reparlera. Bon, on revient. C'était une petite pause, parce que c'est quand même dense. Hein, et puis, et voilà, c'est un domaine passionnant. Je sais que ça vous passionne, les amis, les NFT. On en a tous autour de cette table, enfin, j'imagine. Ouais. Vous avez une machine ou pas? Est-ce que vous avez une machine à écrire 20 minutes? Eh bien non, parce qu'elle n'est pas sur Tezos. C'est vrai qu'elle n'est pas sur Tezos. Ouais. Voilà. Elle est sur Ethereum. Et, alors on reviendra peut-être tout à l'heure sur les questions prochaines, parce que tu nous en as déjà pas mal parlé de la plateforme que tu as choisie. On a senti que c'était un choix très conscient, environnemental, mais aussi dans les possibilités. Et dans les possibilités, tu disais ce choix de proximité, d'adaptabilité, je ne sais plus quel mot tu exiges. Agilité. Tu anticipes des usages qui pourraient permettre aux artistes d'aller encore plus loin avec les NFT que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire déjà très intéressant, vendre leurs œuvres et les certifier. Oui, exactement. Tu en parlais tout à l'heure. En fait, on est en 98 pour le web, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qu'on va encore découvrir. Et en 2008 pour le mobile. Et en 2008 pour le mobile, donc on est vraiment au tout début. Et moi, je me souviens qu'il y a quelques années, quand on parlait de Web 2 à des grandes marques qui aujourd'hui sont... d'ailleurs en train de revenir finalement du Web 2, puisqu'elles sont presque déçues des audiences et notamment des engagements, parce que tout est devenu algorithmique, donc c'est très compliqué pour elles d'émerger. Mais pour revenir sur ce point, oui, on est au tout début de ce qui va pouvoir se passer, et l'idée encore une fois, c'est de remettre la relation au cœur de tout. Moi j'aime bien l'analogie de l'histoire de l'art et qui nous a permis finalement de comprendre en fait, un certain nombre de grands événements artistiques et créatifs. Si on prend l'exemple des impressionnistes, qui a rendu possible finalement le mouvement impressionniste, l'un des deux paramètres qui a rendu possible le mouvement des impressionnistes, c'est la mise en tube des peintures. Et donc ça permet en fait de sortir pour aller dehors. Et le train qui a permis à des Parisiens d'aller dans le sud de la France, qui leur a permis d'aller à Giverny, simplement en quelques heures. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement les impressionnistes ont finalement bénéficié d'une technologie qui leur a permis d'aller plus vite, et surtout ça les a transformés sur leur façon avec laquelle ils ont peint. Pourquoi? Parce que ça a injecté la notion d'urgence. Quand on est dans son atelier et qu'on peint pendant des dizaines d'heures, des centaines de jours, une œuvre picturale extraordinaire, on n'a pas le même rapport à la lumière, on n'a pas le même rapport à la création que quand on est face à un coucher de soleil à Étretat et dans 10 minutes c'est plié. Donc en fait cette urgence, cette envie finalement d'aller très vite avec des œuvres qui se sont terriblement raccourci en termes de temps de production. On pourrait presque oser faire l'analogie aujourd'hui avec le monde des NFT. Donc, c'est des éléments d'accélération technologique qui permettent en fait aux créateurs d'imaginer des nouvelles choses et ensuite de se réapproprier une certaine forme d'histoire de l'art, parce qu'en fait, l'art est un continuum. Il n'y a pas d'histoire de l'art sans un lien permanent entre les époques. Les artistes d'aujourd'hui
peut-être qu'ils sont déconnectés en fait des artistes d'avant-hier, mais en fait en réalité leur art, leur façon avec laquelle ils créent est dans ce continuum, et que le pinceau finalement a été un outil technologique au même titre que le tube de peinture, et aujourd'hui le generative art est un autre exemple. Donc on sait à quel point finalement ce sont les artistes eux-mêmes, ce sont les créateurs et les collectionneurs, parce que la relation est vraiment très intime. Finalement, c'est eux qui vont propulser en fait le NFT dans d'autres sphères et probablement dans d'autres sphères créatives. Moi, je me réjouis en fait de l'échange qu'on a depuis tout à l'heure, parce qu'en fait, on parle assez peu de techno. En tout cas, on croit qu'on probablement que pour des gens qui sont pas habitués à la technologie, on sort 1 ou 2 mots nouveaux à la minute. J'en conviens. Mais en fait, en réalité, on est entre nous. Mais en fait, en réalité, on essaye de parler assez peu de technologie. Nous, avec nos artistes et vous, avec vos institutions culturelles, vous parlez assez peu de technologie. Finalement, vous parlez d'opportunités, vous parlez de rareté, vous parlez de valeur. Parce que je pense que dans un des paramètres que tu citais tout à l'heure, le dernier, c'est celui de la valeur. Bien sûr. Parce que les musées aujourd'hui ont besoin non sellement de réengager leur public, mais de créer de nouvelles ressources. Mais ils ont besoin d'aller chercher de nouvelles ressources. Les créateurs, pour eux, sont d'une certaine manière une occasion extraordinaire de recréer de la valeur. Et les lieux également, puisqu'en fait, les musées, souvent, s'incarnent par un lieu physique extraordinaire. Et on sait que les grands musées du monde, finalement, sont souvent le fruit de grands architectes. Et le lieu en tant que tel peut être une source d'inspiration aussi en termes de collection NFT. Donc il faut vraiment essayer d'imaginer un peu les contours d'un futur qui est encore un peu flou. On va progressivement se rapprocher. Et si la technologie en fait nous permet aujourd'hui d'avoir des usages le plus simples possible et qu'elle ne noie pas le créateur dans des complexités et dans des inquiétudes, alors à ce moment-là, il va pouvoir se passer des choses intéressantes. Mais je voudrais ajouter que ce qui est important, c'est ce que tu as décrit sur les utilités. C'est que jamais dans l'œuvre d'art, si tu veux, tu pouvais prévoir que ça devienne presque un être vivant, si tu veux. C'est-à-dire que grâce à la blockchain, tu peux avoir des logiques qui font que l'œuvre d'art va pouvoir générer des revenus d'autres œuvres d'art. Enfin, cette idée qu'elle soit dynamique, c'est quelque chose de nouveau. La deuxième chose, c'est qu'il y a tout un tas de concepts de la blockchain et du Web3 qui ne sont pas du tout encore appréhendés. Elles ont toutes été expérimentées. Hein. Tu vois, l'œuvre collective. Ouais. C'est-à-dire le fait de dire, je ne vous vends pas un NFT qui est isolé, vous achetez un morceau de quelque chose qui va se créer. En fait, plus, par exemple, il y a eu des expérimentations, plus vous êtes nombreux à acheter, plus la forme de l'œuvre change. J'ai un autre exemple. On était, pour certains d'entre vous, vous le savez, on vendait aux enchères la machine à écrire numéro 20 jeudi à la Non-Fungible Auction sur une péniche. Voilà, bref, elle est partie, hein, cette machine. Pour info, pour ceux qui n'étaient pas là, elle est partie pour 2,5 Ethers. Elle est achetée par un VC qui vit à Dubaï, qu'on salue, Gareth. Je ne sais pas si tu nous regardes aujourd'hui, mais merci pour ton soutien. Argent qui part à e-enfance, hein, je vous le rappelle. Il faut juste qu'on le convertisse en euros. Bref, un peu de compta. Mais en tout cas, à côté de notre œuvre à nous, il y avait John Carp, que vous connaissez bien, qui était là il n'y a pas très longtemps, qui vendait une œuvre collective en 13 morceaux, qui s'appelle Mariupol, qui est une réinterprétation de Guernica, mais par des crypto-artistes phares du moment. 13 pièces différentes d'un même tableau, composées de 4 faces finalement, et chaque acheteur d'une de ces pièces peut décider, et révoquer ce choix, il peut décider de la face qu'il affiche. Et du coup, l'œuvre globale, elle est composée de 13 choix individuels de possédants. J'ai trouvé ça complètement dingue, et je ne dis pas ça uniquement pour étaler ma science, bien limitée, mais il proposait cette œuvre à la vente en disant « ça, je vous assure, ça va finir dans un musée ». J'ai l'impression parfois que les musées sont plus enclins à imaginer l'entrée de NFT comme nouvelle forme d'art, et puis il faut être témoin de ça, il faut en avoir dans sa collection, que de se poser la question, en tout cas en France, de ce que je vois, de se poser la question de comment faire revivre leur stock et revivre leur collection. Toi, tu te confrontes à ça au quotidien? Alors après, pour terminer, tu as aussi l'œuvre qui va changer. Tu sais, il y a des artistes qui te font avec le temps ou par ta décision. Tu pourrais même y analyser des mécanismes de DAO. Et là, aujourd'hui, tu parles de ça aux artistes, ils te disent « Attends, moi, je suis dans une partiture, c'est pas mes collectionneurs qui vont me dire ce que je vais peindre. » Mais néanmoins, tous ces schémas-là vont changer. Aujourd'hui, si tu veux, la difficulté du monde muséal, mais pas qu'en France, hein, on a les mêmes. Moi, je participe à un groupe où il y a des représentants du monde entier. Aux États-Unis, ils ont les mêmes frilosités dans les musées de New York que ce que tu vas avoir à Paris. Il y a le ministre de la Culture italien qui a pondu une circulaire après l'expérimentation de Cinello
avec plusieurs musées italiens de vendre des jumeaux numériques pour dire qu'il faut arrêter tout ça. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique. Il n'y a pas de retard français, même au contraire. Au contraire, il n'y a pas de frilosité parce que le rapport du ministère de la Culture est plutôt... alors, il pose des points, mais il est très ambitieux, je trouve. Après, si tu veux, tu as le fait qu'on a aujourd'hui, depuis quelques années, des ministres, un président qui parlent de blockchain et qui disent qu'il faut que... Alors, de Anne Hidalgo jusqu'au ministre de l'économie, il faut faire de Paris la capitale de la blockchain. Donc, il y a une dynamique de dire il ne faut pas brider les initiatives. Maintenant, il y a des enjeux juridiques qui ne sont pas clarifiés. Et ils sont de deux ordres. Ils ont été soulignés donc, dans un rapport qui a été publié il y a 3 semaines, qui avait été demandé par Roselyne Bachelot à une entité du ministère de la Culture qui travaille sur le droit d'auteur. Donc, il y a un organe consultatif avec que des conseillers d'État, des grands professeurs d'université très solides. Donc, ils ont étudié tout le monde et ils ont posé des conclusions. Et c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs axes, c'est toujours les mêmes. C'est la protection des consommateurs. Bon, protection des consommateurs, il y a des arnaques, il y a des scams, il y a des collections de NFT avec des préventes qui après disparaissent du jour au lendemain. Bon, là, on a un cadre qui est sympa, c'est qu'on a un cadre des plateformes à la fois européen avec la nouvelle réglementation MiCA qui a été votée le 30 juin, et on avait, nous, été précurseurs en France avec le PSAN, qui est donc cette autorisation ce label de l'autorité des marchés financiers. Donc c'est bien, et qui a un cahier des charges dans lequel Binance est rentré, par exemple, qui oblige un certain nombre de choses. Très bien, ça c'est le premier point. Il faut donc que les NFT des collections publiques soient vendus dans un cadre qui protège le consommateur européen. Okay. Ça, on comprend. Le deuxième élément, c'est le droit d'auteur. C'est... on fait un NFT, mais est-ce qu'on a pensé à rémunérer le photographe qui a fait la photo du tableau? Est-ce qu'on a son contrat? Toute une infrastructure de droit d'auteur qui a l'air de rien comme ça. Mais quand le tableau est juste posé et que celui-là, on a fait une carte postale, on s'est renseigné, mais celui-là, jamais, on ne s'est pas posé ces questions-là. Donc, il y a ces questions-là. Après, il y a un énorme point qui est, si on ne fait pas une nouvelle création et qu'on est sur le tableau lui-même, c'est cette question centrale de l'inaliénabilité. C'est-à-dire, le tableau, on n'est pas censé le vendre. Est-ce que sa copie numérique, on lui applique aussi le même droit? Ce qui n'est pas le même dans tous les pays, puisqu'il y a des pays dans lesquels le droit de la propriété intellectuelle est moins inaliénable qu'en France. Voilà. Donc là, il y a ce sujet-là qu'il faut clarifier. Et là, c'est là où il y a le plus de frilosité. C'est qu'en fait, on a beaucoup d'acteurs qui disent « j'ai pas envie de prendre une décision que je vais regretter après ». Ou qui va être complètement en contradiction avec un droit qui est en train de se faire. Et donc, on n'est pas dans une frilosité de « on veut rien faire », il y a d'énormes envies, ça vibrillonne de partout, on est plutôt dans « dépêchons-nous de figer le cadre dans lequel on va pouvoir le faire ». Et donc, vous savez que le Parlement européen, après avoir fait sa directive MiCA, a annoncé qu'il allait faire, avant la fin de l'année, une directive sur les NFT. Et on a, dans le rapport du ministère que tu as évoqué, une liste de décisions qui doivent être prises, alors les uns par le ministère des Finances, les autres par le ministère de la Culture, les autres par le Parlement, de choses à faire. Mais c'est technique. Donc moi, je suis plutôt optimiste. Ça ne va pas se faire, évidemment, en 2 jours, parce qu'on est dans le droit, on est dans la fabrique de la loi. Mais je pense que d'ici 12-18 mois, ce truc-là est derrière nous. Et donc, c'est aussi le temps qu'il faut pour... Minted de sortir et d'avoir ses premiers clients et de régler ses premiers bugs de sa version alpha, s'il en a. Qu'est-ce que c'est que ce bug? Mais attends, on commençait à s'entendre correctement. Mettons un peu d'ambiance. Il n'y aura pas de bug, il n'y aura que des problèmes aléatoires à régler. Et on ne va pas attendre 1 an et demi parce que vous êtes... Là, justement, ça permet de faire une bonne transition sur quand. Mais tu vois, donc je pense que 2023, on verra des choses. 2023, on verra beaucoup de choses. Je pense que c'est même à nous aussi, d'un point de vue, enfin, les plateformes au sens large, c'est à nous finalement d'anticiper en fait ces problématiques qui sont posées par le droit et que le législateur va avoir un peu de mal d'une certaine manière à traiter en un temps minimal. C'est à nous finalement de les anticiper. Un truc tout bête. Il existe une règle, notamment en France, toute simple, qui est de dire lorsque un collectionneur achète une œuvre d'art dans une galerie, il obtient en échange une facture. Il se trouve qu'il n'y a pas de facture dans le monde des NFT. Par essence, il n'y a pas de facture. Donc, ce qui permet de l'assurer. De l'assurer, de vérifier, de reverser une partie de la TVA. Donc, d'une certaine manière, il y a des règles fiscales qui s'imposent et ça protège l'artiste. Tu l'avais oublié celle-ci. Et ça protège, mais il y a la TVA. Et ça protège également, ça protège l'artiste et ça protège le collectionneur. Dans le monde des NFT, ce principe même de l'invoice, de la facture, n'est pas prévu. Et pourtant, la blockchain
est quelque chose d'extraordinairement transparent. C'est clair. Par essence, puisque ne l'oublions pas, Mieux la qu'une blockchain facture. est un ledger, Ouais. c'est un livre de compte. Mm. Donc, nous, on s'est dit, finalement, l'information, elle est là, c'est à nous d'aller la chercher et de l'extraire. Même si le législateur ne nous demande pas aujourd'hui d'appliquer la règle C'est génial. de la TVA et de la facture sur un NFT, notre plateforme permettra, par des règles qui sont assez simples, d'émettre une facture. Alors, si l'acheteur est à Singapour, il n'en a pas besoin. Si l'acheteur est en France, il en a besoin. Donc, on rentre dans des niveaux de complexité qui sont assez incroyables. Donc, il faudra qu'on crée probablement des couches de connaissances de nos clients, de nos Donc collectionneurs. ça, c'est le deuxième, du Le fameux KYC. KYC. Mhm. Il Voilà. faudra des KYC, faudra des mais il KYC. faudra respecter des Ah, KYC. vous les connaissez, vous les qui avez soient- tous remplis pour Voilà, acheter. les acheter, KYC qui sont terribles, et des KYC quand on est une personne physique, c'est une chose, mais quand on est une personne morale, parce qu'il faut savoir aussi que les entreprises achètent énormément d'art. Donc quand on est une personne morale, un KYC, c'est encore plus compliqué. Mhm. Et il va falloir pour autant garder l'esprit du Web3. Le Web3, c'est un truc de punk. Et si à un moment donné, on Regarde, les rentre... quatre punks sur le plateau, là. c'est un truc de punk. D'ailleurs, C'est nous la sommes des déglingue, hein. punks, n'est-ce pas? Bah, c'est Et la donc- déglingue. et donc, si à un moment donné, on rentre en fait Bon, on m'a demandé d'enlever mes épingles à Noël à l'entrée, c'est si on dégueulasse. si on ne passe notre vie qu'à réglementer le Web3 et à créer en fait les mêmes surcouches en fait de règles et de réglementation, on va aller probablement dans le mur. En tout cas, on va perdre en fait ce que le Web3 nous offre, c'est-à-dire la promesse d'un monde décentralisé qui échappe aux géants et aux puissants. Il faut trouver la ligne de crête en fait dans cet exercice qui est pas simple entre respect des problématiques qui sont naturelles, de droit, de protection des artistes, de protection de la propriété intellectuelle, de la protection de la propriété morale également, parce que on peut tout à fait avoir 100% des droits d'une œuvre, et pourtant on va quand même demander, Bien sûr, à son repeint pas le auteur, tableau on qu'on va- a voilà, joué, on va ce quand sera, même- bien sûr. et donc tout ça il va falloir qu'on le manipule, tout en gardant l'esprit libre du Web3. On a vu finalement, il y a une grande plateforme chinoise là, qui a été fermée avant-hier. Elle a été fermée pourquoi? Parce que le législateur chinois a considéré que les cryptos, c'était d'une certaine Ils ont manière interdit l'usage, beaucoup trop le libertaire minage, comme tout ça. approche. Donc ils ont tué en fait la plateforme. Ça veut dire qu'en fait, il faut qu'on garde cet esprit de liberté. Et je pense que les artistes ont besoin de liberté, ils ont besoin aussi de protection. Et ça, c'est compliqué à faire. Je pense que la liberté, elle n'est pas là. Tu vois. Je pense que la liberté, pour eux, elle est dans la désintermédiation, avant tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu parles de punk attitude, si tu veux, tu prends les 10 premiers vendeurs de NFT sur la scène NFT art, je ne parle pas des Sorare, de ou Daft Non, Punk. des du vrais jeu. vendeurs Tu de prends vraiment NFT. sur le NFT art, tu prends le top 10. Aussi. D'abord, tu prends, tu peux tester ces noms auprès de un rédac chef de journal d'art ou d'un grand collectionneur. Il n'en connaît pas un, ou peut-être Beeple parce qu'il a fait la une des journaux. Mhm. Et tous te disent, tu lis leur biographie, il y a un point commun, c'est à un moment donné dans ma vie, dans ma carrière, j'ai été rejeté par les galeries, ou j'ai pas réussi à exposer, ou j'ai pas réussi à vivre de mon art. Et ça revient toujours. Et tout d'un coup, il y a un espace désintermédiaire où j'ai pu aller m'adresser directement à des publics. Et c'est ça le truc, le côté libertaire, c'est. Mais en même temps, si tu leur demandes, ils te disent aussi tout ce qu'on a construit, nous les artistes, pendant des années, on n'a pas envie de le démolir. Moi, ce que je voulais, c'était pouvoir vivre de mon art. On peut Mais pas en tout revanche, bâtir sur la le désintermédiation. droit de suite qui existe en Europe et dans pas mal de pays, en tout cas en France, ce qui fait qu'un artiste, quand il a du succès derrière, il va continuer à gagner sa vie sur son œuvre, bah, il est content. Il ne va pas te dire j'en veux pas. Ce qui te dit en revanche, c'est que la galerie qui prend 60%, ça fait un peu mal. Tu vois. Donc je pense que le droit moral, bah, bien sûr que même si j'étais inconnu il y a 2 jours et maintenant je suis une star, j'ai pas envie que quelqu'un prenne mon œuvre pour la mettre dans une pub d'un produit que je déteste. Je veux que l'agence de pub me consulte. Donc tu vois, je pense que c'est avant tout la désintermédiation. Mais cette désintermédiation, elle pose quand même un petit problème. C'est que moi, j'ai l'impression que les pionniers du NFT, ils l'ont vécu, et que maintenant, où tout est marketé, les droits, le prix d'entrée dans les plateformes est plus élevé, où il faut payer des agences marketing Web 3, je ne sais pas si on ne va pas retomber dans les travers du Web 2. Tu parlais des marques. C'est intéressant. Tu parlais des Avec marques. des couches et des couches d'intermédiaires. Ouais, qui- et puis, qui puis des finalement, coûts d'émergence, surtout. ou des Tu vois, ou des boîtes de conseil qui passent leur vie finalement à te pondre des stratégies, mais qui forcément n'agissent pas. Plein de choses à se dire parce que c'est passionnant. On Je va fais faire juste une petit V2 break. à mon avis. hein. Ouais, on va faire une V2, vous allez revenir complètement. Mais je fais un petit break Pour le coup. pour me tourner sur le fil et notamment répondre à Usul qui est. Alors, je ne sais pas si c'est toi, Usul, qui est numismate aussi à tes heures perdues. Je sais que Loïc, qui est là régulièrement, l'est, qui organise d'ailleurs des magnifiques
expositions dans Decentraland, dans son musée dans Decentraland. Mais toi, Usul, je ne sais pas si tu es numismate aussi, mais tu signales qu'il y a un projet qui travaille actuellement sur un certificat d'achat dans le monde de la numismatie, et ça pourrait s'appliquer aussi aux NFT. Ah voilà, ok, bah merci, effectivement. Donc vous êtes la section numismate d'Emeka, et merci à vous pour cette précision intéressante. Moi, quand je te regardais, Jodoin, je regardais le petit tableau que tu vois derrière. C'est une plaque d'impression d'un héros qu'on a vendu sous forme de NFT, et elle symbolise plein de choses pour moi. Je suis très content qu'elle soit ici, parce que cette plaque, c'est un non-sens total. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté, mais en tout cas, à vous, je ne l'ai pas raconté. L'été dernier, on a une journaliste qu'on salue, qui s'appelle Laure Baudonnet, qui a voulu vendre un numéro de 20 minutes qui n'était jamais sorti en print, qui était sorti uniquement en numérique, qui parlait de ces années 2020 qu'on pressentait difficiles. On ne savait pas encore à l'époque qu'on allait avoir le Covid qui allait nous tomber dessus, une guerre, etc. Et il voulait vendre ce numéro aux enchères pour expérimenter, pour faire la démarche complète de vente d'un numéro. On a appris plein de choses. On s'est coltiné les problématiques de droit d'auteur, de droit de suite, la photo en haut à droite qui était d'une agence qui ne voulait pas qu'on la revende derrière. Enfin bref, on s'est coltiné tout ça. On s'est surtout coltiné un truc qui était intéressant, c'est que le régulateur à l'époque interdisait la vente de biens numériques au marteau. Il fallait de biens immatériels, c'est ça. Le moins immatériel. Ouais. C'est fini Bien sûr. désormais. Mais oui, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Bien sûr. Et du coup, qu'est-ce qu'ils nous ont fait faire? Alors, il y a eu d'autres expérimentations, la Galerie Ils Fauve. vous l'ont je sais fait qu'ils ont- imprimer. Et Ah ben oui, nous, on bien a sûr, fait ça. bien sûr, Ça, c'est bien quand sûr, même bien le sûr. non-sens total. C'est une Bien plaque sûr. d'impression Et tu d'un vends une journal vente qui n'a complète. jamais été imprimé. Bien On sûr. a fait sortir une plaque d'impression pour faire semblant d'imprimer le journal, Bien la sûr. vente aux enchères, et comme prétexte à la vente du NFT. Et aujourd'hui, effectivement, ça a avancé. Et on parle d'une vente qui a eu lieu il n'y a même pas un an, qui a eu lieu, il y a 10 mois. Donc on voit aussi la vitesse à laquelle tout ça avance. Et quand tu nous dis je suis déjà en train de préparer une solution pour la facturation, je pense que c'est la seule méthode pour avancer dans ce monde-là, c'est d'anticiper ce qui va nous tomber dessus. Puis faire des schémas intellectuels inverses, c'est-à-dire que le réflexe, ça a été de dire finalement j'ai des œuvres patrimoniales, j'en fais en fait un clone numérique NFT. Et si on réfléchissait à la chose inverse, je suis un artiste exclusivement NFT, Zincan par exemple, et je trouve que finalement, à un moment donné, ça peut être intéressant que certains de mes clients, de mes collectionneurs, puissent profiter en fait de cette œuvre dans leur salon. C'est quand même une belle expérience. Quel est le processus inverse que je peux proposer pour que le possesseur d'un NFT puisse claim, puisque c'est le terme employé, puisse demander un print, attention, un print qui soit lui-même certifié par le clone numérique dans la blockchain. C'est des usages inversés, et donc c'est ça qui est intéressant. Finalement, je trouve que cette plaque, qui était d'abord un NFT numérique, qui en fait redevient un NFT qu'on pourrait qualifier de physique, et qui fait en fait une sorte d'allégorie de la caverne dans un sens et dans l'autre, ça, c'est la liberté en fait de ce qui nous est proposé par la blockchain. Parce qu'en fait, moi je pense qu'on a assez peu de frontières et assez peu de barrières technologiques. En fait, c'est à nous de tordre finalement les besoins technologiques. J'en reviens aussi au fait d'être sur des plateformes qui ont cette versatilité, cette agilité pour pouvoir faire évoluer les usages et le code. Et c'est vrai que nous, ce qu'on aime avec Tezos, c'est qu'ils ont cette capacité à se remettre en question en permanence dans un modèle de protocole qui est finalement décentralisé, mais qui est très honnête et transparent, dans lequel, à chaque fois qu'en fait une décision est prise, elle est vraiment, d'une certaine manière, validée par l'ensemble de l'ensemble de la communauté, à l'inverse de certaines blockchains que je ne citerai pas, qui ont tendance quand même à se mettre un peu, passe-moi l'expression, sur la gueule, dès qu'il y a un bout de code qui ne correspond pas à ce qu'ils veulent. Donc, la décentralisation permet au final à cette blockchain de régler ses problèmes, mais le protocole en tant que tel et la façon avec laquelle la communauté est construite ne permet pas cette agilité et cette capacité de dire on a une idée nouvelle, on la propose technologiquement, si elle va à tout le monde, on l'applique et on l'adopte. Donc il n'y aura pas de fork de Tezos, c'est ça qui nous Ben, annonce. il n'y en a jamais eu, c'est-à-dire que par essence, il ne peut pas y avoir. Enfin, il n'y a pas de fork de Tezos puisque tu ne peux pas te casser avec le code sous le bras, ce qui n'est pas le cas de certains. Donc en fait, par essence, ça n'existe pas. Alors, encore une fois, Fontaine, on sait ce que ça dit. Moi, je me rappelle de il y a des quelqu'un qui avait acheté rebondissements. Android et qui avait dit il n'y aura Ouais. jamais de fork d'Android. Ouais, Et puis non. bon. Tout est possible dans ce monde de la techno et c'est ce qui nous excite d'une certaine manière et c'est pour ça qu'on fait ça. Tout est possible, mais philosophiquement parlant, le fork est quand même compliqué et voire quasiment très improbable. En tout cas, le fork au sens où on le l'entend. sort qu'on l'entend en ce moment, Web3, le bon coup de fourchette qu'on connaît bien. Exactement. Mais
pour les artistes, SPO. ce que vous leur proposez, c'est une suite d'outils, des galeries virtuelles, ou c'est un accompagnement plus global? Ah, il est là, il est concret, Ah. mon Romain, on Non, l'aime mais, quand il est non, comme mais ça. là. c'est vrai que Alors, c'est un peu des trois, mon capitaine. Parce que Ok. tu es au c'est centre vrai, je suis dans le thème. C'est un peu des trois, pourquoi? Parce que il y a la plateforme qui permet d'avoir les outils. Il y a la relation qui permet, comme tu le fais toi, et d'une certaine manière, comme on pourrait le faire ensemble, qui permet en fait d'accompagner en fait cette transition pour construire un pont Qui est moins entre deux techno mondes. et plus Qui est moins techno et qui est plus humain, voilà. qui est finalement une relation éminemment analogique, mais on adore l'analogique. Hein. Guitare-voix, ça marche bien aussi. Donc on est pour ce genre de relation. Le dernier paramètre, c'est la capacité, encore une fois, à faire en sorte que la relation plus la technologie permettent en fait de rencontrer une audience. C'est le point des galeries. Le modèle qui a été développé rapidement par le marché, des NFT, ce sont des énormes marketplaces dans lesquels des early adopters ont pu profiter d'une audience incroyable au début. Et comme d'habitude, les premiers servis, ça marche bien. Les 80. Les autres, il leur reste 3 cartes sur la table et donc ils n'ont pas d'audience possible. Nous, ce qu'on dit, c'est que les communautés des créateurs, les communautés des artistes, les communautés des musées, des institutions culturelles, ou même d'une certaine manière, j'ose dire, le gros mot, des marques qui ont envie d'interagir avec cet univers-là, en fait, elles ont besoin de leur propre galerie. Finalement, elles ont leur propre communauté. Donc nous, on s'est dit, comment on fait pour avoir un outil qui gère d'une certaine manière en back-office les assets et qui en front-office expose ces assets dans des galeries dédiées. Donc pour répondre à ta question, l'ensemble des créateurs qui viendront sur Minted pourront bénéficier d'un générateur de galeries pour retrouver leurs propres œuvres et ensuite, d'une certaine manière, avoir la liberté de les lister dans toutes les plateformes qui sont compatibles avec notre technologie. Donc on a cette espèce de chemin qui dit, moi je suis finalement créateur artiste, je veux avoir ma propre galerie, mais je ne veux pas me couper non plus d'un marché beaucoup plus global qui est celui des marketplaces. Donc l'avantage avec la blockchain, c'est qu'elle permet tout simplement, une fois qu'on a un smart contract, on peut lister le NFT dans tous les environnements qui sont compatibles avec notre chain. Donc nous, en fait, nos artistes demain pourront être aussi bien sur Object que sur Arible ou que d'autres plateformes qui émergeront probablement et qui viendront nourrir en fait le marché global des NFT. Mais ça, c'est très important parce que ce qui est vrai qu'il y a d'autres freins qu'on n'a pas évoqués. Tout à l'heure, j'en ai listé certains, si tu veux. Et puis je t'ai coupé. Non, tu ne l'as pas coupé, on a tellement de choses à dire, mais il est évident, si tu veux, que ça a été un frein majeur pour beaucoup d'institutions culturelles et muséales de se dire, je vais exposer des chefs-d'œuvre absolus dans un endroit qui est un supermarché. Excuse-moi d'être vulgaire, mais si tu dis, je mets la Joconde sur OpenSea, c'est pas possible. Tu vois, Ça leur pose problème. Bah oui, ça leur pose problème. Ah, et c'est ça la leur Joconde, pose deux dans un problèmes. supermarché, Ça leur pose, exactement. si tu veux, un problème de M'engueulez pas. de- et- Cohabitation. Non, mais dérange. non, mais ça leur pose un problème de scénographie, d'écran, tu vois, et ça leur pose surtout un énorme aussi. Attends. Parce que vous vous foutez de ma gueule, mais je veux dire, tu vas dans la boutique de la Réunion des musées nationaux, tu as ta carte postale de la Joconde, ça leur pose pas de problème d'être sur un tourniquet en fer Mais ça, blanc, c'est ton petit un souvenir. petit peu Quand dégueulasse. tu as Oui, vu mais ton tu émotion, restes dans ton expérience. tu vois, Je sais que ton- tu veux voilà. aller sur ce terrain. Voilà. Je te sens. Et l'autre truc qui est Non, mais hyper je- important, c'est qui est fou, si tu veux, c'est que la plupart des plateformes, elles donnent de l'information uniquement transactionnelle. On sait que 80% des acheteurs de NFT en 2021, ils l'ont fait pour des raisons financières et pas pour des raisons artistiques. Ils n'ont même pas vu le NFT qu'ils ont acheté. Tu vois. Des crypto-spéculateurs. Des cryptos, c'est pas forcément les spéculateurs, c'est qu'ils sont venus pour des motivations financières. Tu vas sur les plateformes, tu vas avoir une œuvre d'un artiste important de la scène NFT, tu vas voir tout l'historique des transactions sur la blockchain, des courbes, des graphes, des machins, et quand tu lis description, même sur les plateformes les plus curated, Mais c'est tu vas avoir 50 mots. Comme le disait Arnaud tout à l'heure, une galerie, elle fait un catalogue. Quand tu vas voir une expo au Louvre, tu as un bouquin, à la boutique aussi, tu as la carte postale, mais tu as aussi le bouquin à 40 € de 250 pages avec des photos magnifiques. Et donc, si tu veux, à un moment donné, comment tu peux, moi, m'intéresser en tant que collectionneur si tu ne me racontes pas l'histoire, s'il n'y a pas la vidéo, tu regardes, tu compares la présentation d'une œuvre sur le site moyen d'une galerie parisienne et sur une des grandes plateformes. Tu vas voir l'écart. Tu vas sur une galerie parisienne, tu vas avoir le CV de l'artiste, tu vas avoir une vidéo ou plusieurs vidéos, tu vas avoir des articles vachement intéressants, tu vas avoir un dossier presse. Bref, avant même de t'intéresser à l'artiste, de dire, je pourrais peut-être mettre 250 € ou 2500 € ou 3 Ethereum pour en acheter un. D'abord, tu veux savoir d'où il vient, c'est quoi son œuvre. Tiens, je veux comprendre, quoi. Tu vas sur une plateforme aujourd'hui, tu ne peux pas comprendre. C'est une image, et l'histoire transactionnelle. Et donc, les institutions, les artistes eux-mêmes, te disent la même chose. Ils te disent, mais moi,
je suis pas un produit, je veux pas mettre des boîtes de petits pois. Je veux raconter, je veux parler aux communautés, je veux échanger. J'ai un imaginaire, Toi, j'ai j'ai un un ima- il y a même terrain, pas- et puis il y a- j'ai des combats aussi. Je veux défendre Voilà, des j'ai causes. des causes. Il n'y a pas de chat. On parle tout le temps de ouais, ce qui est génial, c'est que dans la scène NFT, les artistes peuvent engager avec leur communauté. Ce que je disais sur la désintermédiation. Mais tu t'engages où? Tu t'engages sur Discord ou sur Twitter. Et tu pourrais t'engager. Un vernissage, c'est quoi? C'est l'artiste qui est là, qui parle aux gens. Bah, tu pourras peut-être t'engager déjà sur la plateforme, ce que vous allez proposer. Tu vois, donc il y a un moment donné, ces sujets-là, qui sont encore une fois l'idée de dire on garde ce qui marche dans le Web3, mais il y a un minimum où il faut aussi comprendre les codes de l'art. C'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de gens de l'art qui ne sont pas venus, parce qu'ils se sont dit, moi je ne me retrouve pas là-dedans. Mais pardon. Non, c'était juste parce qu'Usul demandait une précision. En gros, on peut arriver chez vous, donc c'est chez toi, Jodoin, avec une collection NFT, appuyer sur un bouton et hop, avoir sa galerie dans le métaverse et en même temps lister sa collection sur plusieurs plateformes. Je pense qu'il y a un petit peu plus d'étapes. Alors, il y a un peu plus gourmand quand même. Mais en fait, j'aime bien drag and drop. J'aime bien cette vulgarisation à outrance parce que finalement, c'est ce qu'on a envie de faire. Et c'est ce qu'on est en train de construire. Super. En fait, on va avoir une solution qui est la plus no-code possible. En fait, moi-même, quand je vais dans un environnement qui est simple, est-ce qu'on pourra payer par carte bleue? Alors ça, c'est un gros. Parce que le no wallet, c'est aussi un gros sujet. C'est un gros sujet parce qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui sont en train d'émerger. Et en fait, la difficulté aujourd'hui, c'est de créer en fait des passerelles d'un point de vue technologique qui, à la fois, inscrivent la véracité de la transaction dans la blockchain et en même temps permettent une simplicité d'adoption. En fait, il n'y aura pas forcément de carte bleue, même s'il y a des terrains d'expérimentation. En fait, il va plutôt y avoir en fait des nouveaux wallets, des nouveaux portefeuilles qui auront probablement en fait des fonctions élargies et qui permettront de faire plus de choses. On est au tout début de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train d'inventer un monde dans lequel on n'a pas encore totalement inventé en fait les poches dans lesquelles on met son argent. C'est-à-dire qu'en fait, on est encore dans cette phase. Son argent et plein d'autres choses. Ça rappelle les son argent et encore une fois l'argent en ligne et c'était prélevé ta facture Monado à la fin du mois. Et l'argent n'est pas forcément une monnaie et la monnaie n'est pas forcément de l'argent et en fait tout ça est quelque chose qui est extrêmement complexe, mais on va y aller progressivement. En tout cas, on veut être dans la simplicité, ça c'est sûr. J'en profite pour vous poser la question parce que je vous l'ai jamais vraiment posée. On s'était posé au tout début du projet. Mais il me semble que chez vous, je parle aux personnes qui sont sur le chat en ce moment, il y a des personnes qui considèrent que si on fait de l'achat carte bleue dans l'univers des NFT, on n'est plus vraiment dans la logique Web3, on est loin des punks qu'on ambitionnait d'être et qu'on est dans un autre univers. Je dis ça parce qu'on s'est posé la question, nous, quand on a lancé notre drop, on hésitait à aller sur CalArt. Je salue Mako, qui est un des utilisateurs et des mécas qu'on aime voir sur le Discord. CalArt qui fait de l'achat d'œuvres d'art sous forme de NFT à base de CB, qui fait le ramping. Voilà. Je ne sais pas, vous, si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à l'exprimer là ou à nous le dire sur le Discord. Je vous rappelle qu'on continue toujours les débats après l'émission sur le Discord. En tout cas, ça me permettait de faire une petite pause. Et je fais une deuxième petite pause parce que je vais oublier. Allez, c'est le moment. On a un quiz. On a un quiz, il est 19h24, on n'a pas de gagnant. Paul, il a son petit stylo. Il va noter les gagnants. Donc, Laurent, as-tu noté les questions? Alors, c'est là où j'avoue qu'il y a eu un petit problème de logistique. Pardon. Je suis parti, j'avais tellement hâte de vous retrouver. Alors, exactement. Non, je les ai parce que j'ai une bonne mémoire malgré mon grand âge. Bravo. Donc, il y a 3 questions. Elles sont là pour vérifier que vous étiez là avec nous la semaine dernière et que vous vous êtes bien éclatés en regardant l'émission qui était une émission où on a accueilli Rémi Pellerin et... J'allais dire ce qu'il fait, c'est une des 3 questions. Et Florian. Donc voilà, on commence avec Florian. Il était du projet. Non, mais je les ai, Polo. Tu vas te prendre les pieds dans le fil. Tu vas couper le son. Le projet AVAC qui est venu nous présenter Florian s'appuie sur la reproduction d'un navire. Est-ce que ce navire, c'est Costa Concordia? Réponse A. Réponse B, le Titanic. Réponse C, le Black Pearl. Et ouais, première question. A, Costa Concordia. B, Titanic. C, le Black Pearl. Il n'y a pas de prompteur, faut le dire. On n'a pas les moyens. Il n'y a pas de prompteur. On n'a clairement pas les moyens, ils le savent. Lequel est le plus punk des 3? Ah bah le troisième. Enfin, quoi que le Costa Concordia dans le genre punk. Moi, je le trouve bien punk celui-là. Surtout le capitaine. Mais oui, on peut s'approcher, je veux dire. Alors, deuxième question, les amis.
Deuxième question. La deuxième question, elle concerne Rémi Pellerin, qui nous a présenté Ultimate Champions. Ultimate Champions va s'intéresser à un nouveau jeu, un nouveau sport. Est-ce que ce sport, c'est A, le basket, B, le baseball, ou C, le Blood Bowl ou le Blood Bowl, parce que voilà, j'ai un accent de merde. Mais vous connaissez cette... Enfin, non, moi je la connaissais pas, j'ai découvert très récemment, mais Romain, il connaissait. Les règles du jeu, il faut répondre bien aux deux ou... Ah non, il y a 3 questions. Ah, il y a 3 questions. Ah, ouais. Mais tu vas voir. Et après, il y en Donc, a c'est 12 pas- autres. heureusement que c'est Donc, pas à nous qui sont posés les questions. Prenez le temps de hein. voir, parce que ça va durer longtemps. C'est en 8 manches. Je crois qu'il y a même des gens qui. Ouais, ok, on a des réponses. Tu notes, Paul? Ouais, ouais. Ah, il y a une Polo. communauté hyper engagée là. Franchement, bravo. Exactement. Et puis la troisième question, elle concerne toujours Rémi Pellerin, qui donc a sorti Ultimate Champions avec son studio. Comment s'appelle ce studio? A, Okonomiyaki, B, Uramaki, C, Unagi. Celle-là est Ouais. peut-être la plus dure. Eh, pour nos amis J'aime bien faire amateurs de nourriture japonaise. Voilà. Et oui, le doute. Et oui, le doute. Bon, voilà, on laisse Paul faire ses petits calculs. Il est off-chain. Hein. Il est très clairement off-chain. Il est sur un cahier à carreaux et un stylo bic. Il est analogique. Il est analogique. Il est guitare-voix. C'est ce le soir, Paul. répertoire. Bon, voilà. Désolé pour cette petite pause, mais c'est aussi faire baisser la tension. Je sentais que vous allez vous écharper. Ouais. Oh là là, Ouais, moi, je ouais, sens ouais. énormément On sent qu'il y a de il y a tension. pas de entre les convergence. invités. J'ai pas aimé ce que tu as dit sur la Excuse-moi. carte bleue. Quand est-ce qu'on pète le plateau non Ouais, c'est vrai. Bah, alors, si vous le pétez, on Mais- n'en aura plus. Ah oui. Laurent, Je vous annonce. petite anecdote sur ce dernier sujet. Tu as aujourd'hui une difficulté pour les administrations publiques à détenir de la crypto-monnaie. Ah ouais? Il y a un cadre réglementaire là, qui n'est pas non plus très figé. La Caisse des dépôts et consignations a annoncé à l'automne dernier qu'elle crée un wallet public, mais vraiment qui est en expérimentation, qui permettrait à en fait, n'importe quelle administration d'aller déposer un compte qui lui appartiendrait, des cryptos. Et donc là, c'est complètement tu vois, compliqué. Donc après, imagine le président d'un musée qui doit prendre un ledger, le mettre dans son coffre, répéter à sa secrétaire les 10 mots, enfin, tu vois, compliqué. Mais ça, j'imagine bien, on a Bon. le même problème. Hein. Voilà, Oui, tout le monde a c'est ce exactement problème-là. ce que Et j'allais dire. après, D'ailleurs, tu rajoutes la volatilité, la Exactement. liquidité. Ah, ça, Si bien tu sûr. lui dis, comme tu disais toi tout à l'heure, il a fallu transformer en euros pour la cause pour laquelle que vous financez. Enfin, on l'a pas fait, on espère que ça va pas s'effondrer tout de suite. Voilà, mais tu vois donc après, il faut convertir ça peut-être en stablecoin, il ne faut pas se tromper, il faut prendre du Terra. Après, il faut le Faut prendre convertir du lug. du LUC, voilà. Après, il faut le convertir en euros. Ceci n'est pas un conseil. le ramener. Vous allez m'attirer. ça va Et- finir, en et- fait. et tu vois, et juste, Pire problème du juste monde. juste ce truc-là, tu mets beaucoup de freins, quoi. Tu te dis, waouh, c'est compliqué, on va peut-être réfléchir encore un peu, tu vois. Complètement. Sachant que la TVA. La TVA, j'y reviens. Très à cheval sur la TVA. Ah oui, non, Mais parce j'imagine qu'attends. que 5,5 ou 20% Alors, moi, sur les j'ai dit- NFT moi, non, en fait, 5,5 on ou a été- 20%. Alors, ça dépend. Ah ouais? Ça dépend. Ça dépend. Je sais en pas si ça fonction- vous intéresse, mais alors moi ça me dépend. passionne. Alors, ça dépend. C'est génial. Mais je vais pas m'embarquer dans une D'accord, ok. Alors, parle-nous de dans la une TVA. explication trop fiscale parce que je vais me faire massacrer. Mais en fait, ce qui est sûr, c'est que quand on vend une œuvre d'art, on la vend en NFT et on la vend donc en crypto. Ça veut dire que si on perçoit une TVA, quelle qu'elle soit, elle est en crypto. Et donc, si on peut l'envoyer sur le wallet de la DGFiP, c'est pas mal. Moi, j'ai dit à mon avocat, je veux bien tout faire en fait en matière on va dire, d'expérimentation. Le seul truc, c'est qu'on veut pas, Eric et Thierry, les deux autres associés, on veut pas aller en prison. Donc en fait, on veut juste être réglo avec Ça, l'administration c'est pas très fiscale. punk. Hein, Ouais. je te Ça, le c'est dis. pas punk du tout. Donc en fait, on sait aujourd'hui que à un moment donné, il va y avoir ces questions qui vont se poser. Elles sont presque là. Alors entre le ministère de la Culture qui dit allez-y, le NFT et les métavers, c'est extraordinaire. Le président de la République qui dit la France et Paris doivent devenir l'une des mecs du métaverse dans le monde. Et le ministère de Bercy qui dit probablement des choses différentes. Il va falloir qu'on trouve en fait encore une fois un bon équilibre. Vous avez des interlocuteurs parce que toi, vous avez levé auprès d'un groupe ultra tutélaire. Fnac Ouais, Darty. voilà, nous c'est vrai Vous qu'on a avez, été obligé de faire ça. Dirigé vous par avez un inspecteur des finances. Ouais, ah, je savais pas. Vous avez un coprésident, enfin un des cofondateurs qui a dirigé une grosse agence de pub, Thierry Jadot. Vous êtes du Sérail. Et toi aussi, Godefroy, tu as eu plein d'entreprises, de grosses. Tu as été associé à des gros succès Nous, on a un d'Internet. ancien ministre de la Culture dans nos
aux associés. Bon, donc voilà, vous êtes C'est censé être plus facilement en contact avec les institutionnels, avec les décideurs. Vous avez des contacts, vous avez un guichet, vous avez des gens qui répondent à vos questions aujourd'hui? Alors, je ne sais pas pour toi, mais pour nous, on commence effectivement à avoir un guichet. On sait que le ministère de la Culture s'intéresse à ce qu'on fait. C'est une réalité. Et c'est vrai qu'on a plutôt tendance à aller un peu plus vite que leur capacité à décider. Mais on sent quand même pas mal de bienveillance de la part des pouvoirs publics dans la nécessité à la fois de ne pas faire, entre guillemets, la même erreur que d'habitude, c'est-à-dire de surréguler, et en même temps de contrôler intelligemment. Donc on est encore une fois sur un moment qui est un peu compliqué, qui est entre une volonté de libérer à la fois les investissements, les énergies créatives et un marché, qui est un marché quand même qu'il faut rappeler assez extraordinaire, puisque même si aujourd'hui le marché est un peu bear, il ne faut quand même pas oublier que c'est plus de 40 milliards les échanges sur le métaverse au sens large et sur le Web 3. Donc Marché après, primaire et secondaire. marché primaire, voilà, et c'est surtout pas sur les net, deux tiers sur le secondaire. Ouais. Donc c'est quand même un marché considérable. Et la France est plutôt en pointe sur le sujet. Donc ils ne veulent pas freiner ça. Mais en même temps, forcément, il va falloir définir un certain nombre de règles. Et encore une fois, ces règles ne sont pas au détriment de l'expérience et au détriment de la créativité, mais au service de la protection des artistes et des créateurs. Et je pense que ça, c'est très important. Et les institutions culturelles vont vouloir y aller. Et nous, on a des échanges aussi avec des institutions culturelles. Elles sont très motivées. On a rarement vu des entreprises aussi motivées pour aller dans des nouveaux terrains de jeu comme ça. Et pourtant, il va falloir les rassurer. Alors, tu m'as regardé, je sais que tu veux parler, Non, mais j'ai moi, juste une question. Je vois que tu as vu un truc. Ouais, j'ai juste une question qui est excellente. Moi, comme Laurent, j'ai des questions. Vu qu'on vend une œuvre d'art, est-ce qu'on peut défiscaliser plutôt quand on l'achète? Alors, si tu achètes une lithographie, si tu achètes une lithographie, même une lithographie issue d'une entreprise qui a pignon sur rue et qui fait des lithos de Picasso, par exemple, et ben en fait, sache que cette lithographie n'est pas considérée comme une œuvre d'art. D'accord. Aujourd'hui, le NFT n'est pas considéré comme une œuvre d'art. Il est considéré comme un produit. Et donc, au même titre que si tu vas chez Yellow Corner, pour ne pas faire de publicité pour Yellow Corner, tu achètes une photo qui n'est pas une œuvre d'art. Donc les enjeux, c'est que tu ne peux pas bénéficier de l'exemption de plus-value à la revente dans le futur. Ok. Elle existe pour les œuvres d'art, mais au bout de 20 ans. Tu ne peux pas bénéficier de l'exemption qui n'existe plus, mais d'imposition sur ton patrimoine. Donc tu n'as pas vraiment d'avantage fiscal. Qui n'existe plus. Non, mais vous voyez qui a des œuvres d'art autour de cette table et qui fantasme. Non, Tu peux pas. Alors moi, je rassure tout le monde, je n'ai que des produits. Voilà, mais c'est rare. Tu sais que c'est en dehors des entreprises avec la loi sur le mécénat, qui permet de dédier 0,6 ou 0,5% de ton chiffre d'affaires à acheter des œuvres d'art. Les particuliers, quand ils achètent des œuvres d'art, c'est pas pour défiscaliser. C'est pour. Il y a eu une époque où ça avait un enjeu fiscal, c'était l'époque où il y avait encore l'impôt sur la fortune, puisque grâce à Jacques Lang, les œuvres d'art ne rentraient pas dans l'assiette de l'impôt sur la fortune. Et donc, à la limite, quand tu étais très très riche, tu pouvais dire plutôt que d'acheter un truc qui va être taxé, ou d'immobilier ou autre, je préfère acheter de l'art. Et en dehors de ça, l'acheteur d'art, il achète parce qu'il a un coup de cœur, parce qu'il aime une œuvre d'art, parce qu'il a envie de la voir. Oui, c'est bien de remettre un petit peu aussi l'art au centre de tout ça. Il faut le remettre au centre de tout. Et les collectionneurs. Et les collectionneurs. Les collectionneurs qui sont pas tous des monstres spéculateurs comme on pourrait parfois le penser. Et les gens qui se sont rués sur les premières NFT, alors certains ont compris qu'il y avait de la valeur derrière et ont compris qu'il y avait aussi des bons coups à faire. Ça existe et dans le marché de l'art, ça a toujours existé. Mais ce qui fait qu'on achète une œuvre d'art, c'est qu'on a un coup de cœur. C'est un coup de cœur pour une et ce coup de cœur est adapté à ses propres moyens. Donc en fait, on peut acheter une œuvre d'art, et c'est ça qui est formidable avec le monde des NFT, c'est qu'en fait, on peut acheter un John Carrel, par exemple, qui sont des œuvres qui sont vraiment très chouettes dans l'écosystème Tezos, qui sont pas, certaines sont chères, d'autres le sont un peu moins, et elles sont relativement accessibles. Il y en a d'autres, notamment Zungan, qui vaut plus de 500 000 $. Donc en fait, regarde même Rafik Anadol qui est aujourd'hui exposé. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses. Metz, donc c'est quand même le premier artiste qui est exposé dans un musée français, tu vois. Alors c'est un prêt, parce qu'ils n'ont pas pu l'acheter, donc c'est un prêt. Eh bien, tu prends Rafik Anadol, il y a eu des œuvres qui ont été vendues. Il fait partie des artistes NFT millionnaires, tu vois. Mais tu peux aller aujourd'hui sur OpenSea trouver des séries, notamment une série faite avec le MoMA pour 210 $, tu vois, donc 180 €, 200 €, tu vois, je trouve qu'il y a la parité maintenant, mais donc ça reste, c'est pas le prix tu vois, c'est pas gratuit, mais ça reste très accessible. C'est un artiste qui est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands artistes numériques, tu vois. C'est des gens qui poussent plus la porte des galeries, c'est-à-dire qu'il y a aussi toute une génération qui ne va quasiment plus dans les musées,
c'est triste, mais c'est comme ça, et qui ne poussent pas la porte des galeries. Aussi parce que c'est très intimidant, une galerie. C'est pas une question intéressant. c'est Bien pas qu'une entendu. question d'argent. Il faut se C'est sentir très légitime pour aller dans intimidant. une galerie. Ouais, en fait, quand on a une galerie, quand on est dans un cocktail, on n'ose pas. Quand on regarde, on a l'impression d'être une Bien quiche sûr. parce qu'on comprend rien de ce qu'il y a sur la table. Là, il y a le mec qui arrive qui dit oui, vous comprenez pas, c'est extraordinaire ce que vous avez sous les yeux. Donc c'est très intimidant. Et pourtant, en fait, c'est très passionnant. Donc il faut y aller, il faut se motiver. Et probablement que des jeunes qui vont découvrir le monde des NFT vont avoir plus de liberté, plus d'aisance, plus d'audace pour aller dans les galeries et dire bah, moi ça j'aime parce que finalement vous m'avez éclairé sur le monde de l'art. Nous on a tout de suite dans les premiers jours de création de la boîte, on a eu la chance d'avoir une jeune stagiaire avec nous qui était en école de l'art, vraiment très jeune, hein, toute jeune, moins de 20 ans, et qui connaissait pas du tout ce monde-là, et à qui j'ai dit, écoute, voilà, tu as un challenge pour rentrer chez Minted, c'est qu'il faut qu'en moins de 24 heures, tu arrives à acheter un NFT. Ce qui est quand même un challenge pour certaines générations. Il y en a, ils y sont toujours, tu vois, et ça fait 6 mois que je leur ai posé la question. Elle a mis même pas 12 heures, et elle nous a montré des choses, des early birds, des trucs magnifiques. Elle a vraiment, pour une poignée de dollars, comme dirait l'autre. Tu vois. Donc, elle est vraiment rentrée dans ce marché-là. Et aujourd'hui, elle dit, bah, j'ai constitué le début d'une collection. Ça me plaît. Je vais probablement auprès de mon école d'art faire la promotion des NFT et de ce nouveau marché. Donc, ça, c'est les belles vertus en fait, ça aussi, du Web3. tu parlais de lieu. C'est ce qui est beau dans le Web3. Ça ramène aussi des publics parce que tu as deux choses. Tu as eu, encore une fois, l'exemple de l'Ermitage, le musée de Saint-Pétersbourg, qui, après avoir fait des jumeaux numériques, les a exposés en invitant des artistes NFT purement digitaux et qui a ouvert une salle entière du musée de l'Ermitage, qui est un des 3 plus grands musées de beaux-arts au monde, et qui a fait venir des nouveaux publics. Tu as toutes les expérimentations autour de la réalité augmentée. Quand on dit, on va faire une collaboration, on va demander à un artiste de venir travailler sur une œuvre. Il n'est pas obligé de le faire à plat, il peut le faire en réalité augmentée. Et tout d'un coup, on te dit, viens, si tu veux les voir, viens voir le tableau qui t'en au Moyen-Âge, prends ton smartphone et là tu vas voir une œuvre contemporaine. Que tu pourras éventuellement explorer même. Que tu pourras explorer, voilà. Ouais. Bon, ça, tout d'un coup, tu as un petit QR code, tu as quelque chose, ça t'incite à venir voir, tu vois. Donc il y a aussi le jeu de faire revenir des publics par le NFT autour des œuvres d'art. Alors j'avais une question notamment autour du jeu. Bon, c'est une de mes marottes, c'est parlons de POAP, de NFT gamifié. Est-ce que, je l'ai vu, j'étais à la NFT Factory la semaine dernière, tout le monde, entre guillemets, veut un peu son POAP à la fin de la soirée pour dire j'y étais. Et est-ce que de votre côté, il n'y a pas déjà des projets sur lesquels vous avez travaillé ou sur lesquels vous travaillez aujourd'hui qui incluent, entre guillemets, la création de NFT artistiques, peut-être en série limitée, pour, entre guillemets, engager, challenger un peu les visiteurs, leur donner envie de venir et entre guillemets, de combler cette envie de dire j'y étais, j'ai vu cette œuvre, et on a tous l'image des gens qui se prennent en selfie devant une œuvre d'art et pour dire justement le fameux j'y étais. Alors moi j'en connais pas, mais l'idée, j'ai déjà vu le concept si tu veux, mais après la réalisation, il y a un truc qui est intéressant à explorer qui est finalement le billet. Alors ça dépend des générations, mais on garde précieusement le billet d'un concert qu'on a adoré, pour plein de raisons. Et d'une certaine manière, c'est presque un objet fétiche. On pourrait tout à fait imaginer, et d'ailleurs on l'imagine de façon très concrète, puisqu'on est en train de le construire, qu'on associe finalement à des billets d'un concert, de quelque chose d'assez chouette que tu as été voir, pourquoi pas aussi un billet de musée. On y associe finalement un NFT qui, lui, te crée un continuum dans l'expérience. C'est-à-dire que tu as ton billet unique, qui est un objet fétiche, que tu pourrais même encadrer, que tu pourrais même d'ailleurs revendre, parce que j'imagine qu'un billet de Woodstock, ça coûte un petit paquet d'oseille. Je le sais, j'avais vendu mon billet d'un concert de Madonna avec le ballon qui était offert. Je pensais que de Woodstock, dis donc, tu les fais pas. Non. Le concert de Madonna en 2007, si tu veux, j'avais été ouvrir eBay et j'ai vu que ça se vendait. Et j'avais récupéré à l'époque l'équivalent de 40 € en vendant mon billet. Parce qu'il y avait des fans. Je sais pas, j'ai vendu un américain. C'est une super expérience à vivre. Et d'ailleurs, je prends puisque le terrain de jeu des musées, tu le connais bien. Imagine une japonaise qui vient à Paris pour une fois dans sa vie. Pour certains japonais ou chinois, venir à Paris pour un voyage, c'est le voyage d'une vie. Elle va finalement faire quelques lieux emblématiques de la vie culturelle parisienne. Et elle s'en va. Et elle ne reviendra probablement jamais en France. Comment en fait on arrive à lui permettre de garder un lien
finalement, avec cette expérience qu'elle a vécue. Bah, le NFT peut être cette continuité. Elle peut finalement associer à son billet un NFT. Et ce NFT lui-même, elle va pouvoir le transmettre. Pourquoi pas à une amie ou à sa fille. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la blockchain permet cette traçabilité. Donc on aura une sorte de continuité entre les expériences, entre une personne, c'est presque une sorte de fil d'Ariane moderne, où on aurait une personne qui vient visiter Paris en 2023, et en 2030, sa fille revient à Paris avec la même expérience que sa mère a vécue avant, au musée d'Orsay, à la Tour Eiffel, ou dans un musée plus confidentiel de Paris. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc, oui, ça, on pourrait mettre tout ça dans la catégorie des gamifications, ou plutôt des expériences et des utilités. Alors sans vouloir être pédant, mais l'art n'a pas été toujours que au service du beau et on va dire de l'esthétique, mais l'art a souvent été utile. Il suffit de visiter une église romane pour se rendre compte que l'ensemble des peintures encore visibles sont en fait un roman, une histoire, avec une utilité, avec des couleurs qui sont utilisées pour traduire des symboles. Donc l'art a toujours eu une relation esthétique très forte, mais également une utilité. Et cette utilité, on la retrouve à nouveau, mais encore plus forte dans le monde des NFT, parce qu'on peut associer à l'art une expérience et quelque chose d'utile. Et je reviens à un point aussi qui était important, qui était la question de l'engagement. C'est-à-dire qu'un artiste, il s'engage. Il y a des grands artistes, alors c'est la deuxième fois dans l'émission que je cite Salgado, vous allez vous dire que j'ai une passion pour Salgado, mais c'est un peu vrai, et d'ailleurs Thierry et Eric aussi, on est fascinés par le travail de Salgado, c'est merveilleux. Il y a un engagement qui est extrêmement fort dans son œuvre, c'est-à-dire qu'il défend un patrimoine extraordinaire qui est celui de la forêt amazonienne. L'engagement d'un artiste peut se vivre aussi au travers du NFT, puisque le marché primaire lui permet de récolter un peu de subside de son travail, et le marché secondaire permet de redistribuer la valeur. Donc je parlais en début d'émission de la forêt de Sherwood, c'est que là, exit le prince Jean, et c'est désormais le Robin des Bois qui arrive, et qui reverse en fait l'ensemble de cette valeur à des causes. Et comme l'art en fait est souvent un bon moyen de révéler des causes, d'ailleurs l'art est souvent même un bon moyen de révéler quelque chose tout court, on ne parlerait pas aujourd'hui des NFT si quelques doudingues s'étaient pas mis à créer des œuvres autour des NFT. Entre nous, la blockchain, tout le monde n'en avait rien à faire, à part quelques geeks. Ah, tu crois ça, toi? Moi, je pense que les cryptos passionnaient un certain nombre de gens. En revanche, les cryptos et la blockchain telle qu'on l'entend aujourd'hui, et à quel point c'est devenu quasiment dans tous les sujets de conversation des bons dîners du dimanche. Pourquoi? C'est parce que l'art s'en est mêlé. Avant l'art, c'était une discussion de geeks passionnés, mais c'était quand même relativement confidentiel. Et c'était dédié à un certain nombre de crypto-maniaques. Mais aujourd'hui, on en parle à tous les dîners. Pourquoi? Parce que des artistes s'en sont mêlés. Donc les causes, le lien avec la valeur, la redistribution, tout ça, finalement, ça fait une sorte d'ensemble extrêmement homogène qu'on peut véritablement utiliser pour promouvoir l'art, la création, les jeunes publics. Enfin bon, c'est t'as aussi un truc qui est formidable, c'est la pré-production. Si tu veux. Aujourd'hui, tu as plein d'artistes qui n'ont pas les moyens. Dans l'art contemporain, ça coûte souvent très cher. Des installations où tu travailles avec un atelier, il te faut 6 collaborateurs, 3 mois de boulot, et tu ne sais pas où tu vas l'exposer, ou tu n'as même pas les moyens de le produire. Il n'y a pas de modèle économique. Il n'y a pas de modèle économique. Il n'y a pas de modèle c'est en plus économique. éphémère. Et là, moi, j'ai discuté avec plusieurs artistes qui commencent à comprendre et qui nous disent, en fait, tu vois, maintenant, on fait systématiquement des modélisations 3D. On n'en fait rien, parce qu'évidemment, on ne vend pas ces modèles 3D. Et en fait, là, l'idée, c'est de dire, tout d'un coup, on va faire des NFT 6 mois avant des modèles 3D. Ça va nous générer du cash. Ce cash, on ne va pas le mettre dans nos poches. On va tout réinvestir pour faire l'œuvre en vrai. Et là, quand tu parles de continuité, ceux qui auront participé à ça, ils vont faire vivre une communauté, ils vont être invités à l'inauguration, ils vont peut-être pouvoir eux-mêmes avoir leur nom cité sur une petite plaque à l'entrée, enfin tu vois, comme des mécènes si tu veux. Mais tu vois, tu trouves une sorte de mécénat parce que le travail préparatoire digital, il ne servait à rien. D'ailleurs, pour parler de numismatique, parce que c'est un sujet que je connais bien, tu as dans la création aujourd'hui des monnaies et des médailles, tout est fait aujourd'hui sur ordinateur en 3D. Et quand on fait une pièce dans une collection de la monnaie anglaise ou de la monnaie de Paris, en fait, on a fait peut-être 10 ou 15 projets. Et c'est pareil, ils sont sur ordinateur, on ne les verra jamais. Parce qu'industriellement, on a les moyens d'en faire un moule, faire la forme, etc.
demain, tu peux imaginer que le studio créatif qui est Des derrière, il va prototypes, pouvoir faire des prototypes Mm. de modèles de pièces et de médailles, donc qui vont passionner les numismates et qui seront 100% digitaux. Et pourtant avec les mêmes artistes, les mêmes créateurs. Tu vois. Donc il y a ce jeu permanent du physique au numérique qui est complètement aussi nouveau pour les artistes et qui crée des opportunités en fait pour créer beaucoup plus. C'est ça en fait, je crois que le fondement de tout, c'est donner plus de liberté aux artistes pour réaliser des projets, parce que c'est ça qu'ils veulent. L'une des questions que je me posais, c'était pour vous, le plus facile aujourd'hui peut-être, c'est d'avancer avec des musées, des fondations qui ont des œuvres dont on ne connaît pas les auteurs finalement. Je pensais par exemple à de la poterie très ancienne. Tout à l'heure, tu utilisais le terme de monnaie. Non, parce que tu sais, on a parlé de la valeur aujourd'hui. Un élément constitutif de la valeur aujourd'hui, c'est quand même l'émetteur. Et donc l'émetteur, c'est qui est l'artiste et où est l'œuvre. Si tu mets un tableau de, je sais pas, du Picasso, du musée Picasso, ça va avoir plus de valeur qu'une poterie de ma collection personnelle de mon garage. Tu vois. Donc, tu vois, et donc le sujet, c'est plus de se dire qu'il y a un champ énorme avec les artistes dans le domaine public. Et en fait, c'est 95% de carnet de musée, puisque la protection des artistes dure 70 ans après leur mort en France, ce qui veut dire que tous les artistes qui sont morts avant 1952, on n'a pas de problème d'ayant droit. Donc tu vois le chemin. On peut faire ce qu'on veut avec une œuvre qui aurait été produite par Gauguin. Alors, tu peux avoir le domaine public, normalement. il est dans le domaine public. Voilà. Alors, tu peux éventuellement encore avoir des bouts de droits moraux si tant est qu'il y a des héritiers. Alors, tu vois, Caravage qui a été mort, assassiné en duel. Ouais. Pas trop connu sa famille. Dans la trentaine, on va avoir du mal à trouver des ayants droit, si tu veux. Et donc, tu es globalement assez tranquille. Ouais. D'accord. Okay. Donc, en fait, paradoxalement, là où c'est le plus facile, c'est les artistes dans le domaine public ou les artistes vivants, parce que tu peux le discuter avec eux. Là où c'est le plus difficile, c'est les artistes qui sont en phase de succession, parce que parfois des complexités familiales, des complexités d'aligner des successions complexes. Donc c'est peut-être le plus compliqué à faire en termes de droit, mais le domaine public, tu imagines tout ce qu'on peut faire? Ok, ouais, je pensais que c'était beaucoup plus compliqué que ça. En fait, là, le plus important, c'est le cadre légal. C'est le cadre légal. Voilà, c'est donc créer un NFT, lui faire un certificat, faire une facture, payer la TVA, faire un smart contract et poser les règles. Là aussi, ça a l'air évident. Tu en as pas parlé, peut-être que tu pourras en dire un mot. C'est quoi le curseur du droit de suite? Est-ce qu'il y a des trucs pour limiter la spéculation? Qu'est-ce qu'on met comme règle dedans? Tu vois, c'est des questions qui sont... quand tu fais un contrat papier, tu ne te poses pas ces questions-là. Aujourd'hui, tu as un contrat vivant. Tu vois, comment tu le manipules? Après, tu as le vendre, donc où le vendre? Est-ce que je le vends sur une plateforme régulée, pas régulée, avec des KYC? Récupérer des cryptos, transformer mes cryptos en euros. Voilà. Ce chemin-là, finalement, ça a l'air pour nous. Même Laurent lève les sourcils. Ça a l'air simple, mais en fait, si tu le prends en disant je suis un musée, tu as 50 questions par compartiment que j'ai évoqué. Donc, quelque part, je pense que ce qu'on est en train de faire, nous, c'est en fait, on invente des nouveaux métiers, tu vois, qui sont des métiers de médiation entre des œuvres d'art et le Web3. C'est des nouveaux métiers. Et il y a très peu de gens qui le font, ce nouveau métier. Et il y a des gens en train de l'apprendre partout. Tu vois, tu parlais de ta jeune collaboratrice qui, du jour au lendemain, a basculé. Mais en fait, c'est des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes à faire basculer dans ces écosystèmes. Et combien de temps ça va prendre? Tu vois, on parlait tout à l'heure, tu disais, on est en 98. Moi, je me souviens bien, à l'époque où j'avais croisé professionnellement Laurent, on a vécu ensemble l'avènement du mobile. Octobre 2007, il y a le lancement de l'iPhone. Le SDK n'est pas encore sorti. Voilà. Donc, on ne sait pas comment on fait pour développer une app. On ne sait pas comment on fait pour développer une app. Ils ont dépensé 2,5 milliards pour faire l'iPhone. Là, on nous annonce que le métaverse, il y a déjà 50 milliards sur la table. Alors, quand on nous dit « j'y crois pas », j'ai envie de dire... Avec 2,5 milliards, on a fait le web mobile, je pense avec 50 milliards, et sans doute bientôt 100, on va arriver à le faire ce web 3 et ce métaverse. On se retrouve, on est en 2008, le New York Times écrit un téléphone sans clavier, ça ne marchera jamais. On est en 2008. En 2014 ou 2015, donc ça fait quoi, 7-8 ans après, il y a plus de mobinautes que d'internautes, c'était le mot qu'on utilisait à l'époque. Ouais. Donc il y a plus de gens qui utilisent l'Internet par le mobile que le PC en 7-8 ans. Après, il faut faire attention, parce que la prochaine une du Time, c'est le métaverse arrive et il va tout changer. Donc, non, mais moi, je veux défendre le Time alors parce là, que c'était pas les seuls. Parlons plutôt de la une de 20 minutes. Non, sérieux. Je les défends, ils n'étaient pas les seuls à penser que ça ne marcherait pas avec un clavier et
les acteurs majeurs de l'époque ont pris un gros retard en si on regarde l'application numéro 1, je crois, donc, en 2019, c'était Sims 3, c'était Mobile Office, donc comment ça, du Microsoft, et c'était, comment ça s'appelait, c'était un truc de Big Mama, un truc de Mama Cook, Mama, un truc de recette. Et tu regardes le classement, il reste quasiment plus rien. Ce qui était là, ce qui émergeait, il n'en reste quasiment rien. Rien. Il y avait soit des majors qui étaient venus, comme aujourd'hui on voit des marques ou des grands artistes, tout le reste il reste rien. Ce qui veut dire que les 1 an et demi, 2 ans là, du NFT art, cet écosystème, qu'est-ce qu'il en restera dans 5 ans, je ne sais pas, mais on n'a rien vu encore. On n'a rien vu. Mais on va s'en reparler. Rien vu. On va se revoir. Parce que là, je regardais. Vous allez revenir parce que là. Je pense qu'on a éclaté le timing. Ouais, moi, j'ai plus de métro pour rentrer. Ça. Là, on est pas loin de Luna, là. Faut pas rendre comme ça, on n'est pas loin de Cyril. J'ai une dernière question, j'espère que vous pourrez y répondre succinctement à tous les deux. J'ai cru voir une interview, alors c'était pas de toi, c'était celle de Patrick Jadot sur... de Thierry. Thierry Jadot, pardon. Mais Patrick, c'est pas mal aussi, mais Thierry, oh là là, mais il se fait tard, et Laurent disait de méga. Du moment que tu l'appelles pas Yannick, tout oui, voilà, exactement. Parce qu'il avait commencé comme ça. Et que votre business model, ce serait de prendre une part sur une commission sur la revente. La revente des œuvres d'art, des artistes qui feraient appel à vous. Bien sûr. Pour répondre de façon très succincte, on va d'une certaine manière un peu faire le travail d'une galerie, mais sans pour autant supplanter les galeries. Et donc oui, une partie du modèle économique, c'est le principe du revenu sharing, c'est-à-dire que sur une œuvre qu'on va vendre pour un artiste et qu'on va d'une certaine manière promouvoir et accompagner, on va avoir un pourcentage qui va nous permettre de tout simplement équilibrer les coûts et l'effort qu'on va devoir réaliser pour vendre cet artiste. Donc un artiste qui va avoir une très grosse communauté, une très grosse capacité à vendre, probablement qu'il aura moins besoin d'efforts de notre part. D'autres artistes plus émergents, il faudra qu'on trouve un moyen pour forcément les promouvoir. Ça sont vraiment pour les artistes, parce qu'on ne veut pas faire peser sur les artistes la complexité d'une plateforme et son prix. En revanche, pour ce qui est des institutions culturelles, des marques qui interagissent avec les créateurs, là, on a imaginé un modèle dans lequel elles peuvent tout simplement choisir des produits et des services sur un modèle SaaS assez traditionnel qui marche plutôt bien et qui permet aux entreprises de dire « moi, j'ai besoin de ça, 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 combien ça coûte, combien coûte l'implémentation et combien coûtent les usages de cette plateforme », notamment dans la sécurisation des assets. C'est-à-dire que quand je suis une institution culturelle, un grand musée, un grand château, pour ne pas en citer un, qui a pas loin de 70 000 assets, c'est-à-dire énormément de contenu numérique. C'est quoi? C'est Chantilly? En l'occurrence, c'est un très grand château français. Et ce grand château français se dit, qu'est-ce que je fais de mes assets avant même de penser à les vendre? Est-ce que je ne devrais pas les mettre quelque part et les sécuriser dans la blockchain comme un grand coffre-fort? Et donc ça, ça a un coût de fonctionnement, c'est un coût de cloud, c'est un coût Internet qui est normal d'une certaine manière, et pour lequel, en l'occurrence, il est prêt à payer un service et un abonnement. Mais l'artiste en tant que tel ne paiera pas les services de Minted, mais il y aura une répartition de la valeur, ce qui quand même restera beaucoup plus faible que ce que peuvent pratiquer les galeries. Alors, encore une fois, les galeries, elles ont un métier qui est difficile, elles ont des coûts fixes très élevés, et quand elles prennent 50% ou 60% de la valeur, ça paraît énorme, mais ce n'est pas forcément, d'une certaine manière, un travail qui n'est pas mérité. Nous, on ne dit pas ça. On ne dit pas, finalement, vous spoliez les artistes, au contraire, parce qu'on a besoin des galeries, parce que les galeries font un travail extraordinaire de curation. C'est qu'il faut bien les trouver, les bons artistes. Il faut bien des experts qui disent, toi. Puis il faut des années pour les lancer. Je sens que, voilà. Et donc, c'est un effort énorme. Donc, quand elles le vendent, d'une certaine... Et alors, les coûts de transport, quand elles font venir un artiste du Japon ou d'Australie, il faut... Donc, finalement, elles ont probablement, en fait, le bon modèle économique. Nous, on va avoir un modèle économique plus light, plus adapté, plus numérique, donc forcément avec des coûts qui seront plus faibles. Et puis, j'en remets une petite couche. On est dans une technologie qui est Tezos, qui a très peu de gas fee. Ça veut dire qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Ouais. Et les gas fees, c'est quand même un coût de transaction qui est exorbitant pour certaines transactions. En l'occurrence, chez Tezos, les gas fees existent, mais sont quasiment... 3 chiffres ou 4 chiffres après la virgule. Ah ouais, c'est presque rien. Et vous, de votre côté, on est à peu près, en dehors de la commission, vous êtes plutôt sur une approche au projet. Oui, nous, on est aussi, dans cette logique de coproduction, on est aussi sur du revenu sharing, c'est-à-dire de dire, on fait toujours un budget pour une opération, et puis on fait après des estimations de vente, on détermine le point mort, et nous, de la même manière,
en faisant du service, si tu veux, on se positionne pas en prestataire, on va se rémunérer sur la valeur créée. Et aussi parce que, ça c'est un autre élément de droit, mais c'est plus facile aujourd'hui de collaborer comme ça avec les institutions culturelles, parce que dans le vide juridique qu'on a, si tu veux, si tu fais tu vends la Joconde et que tu génères un chiffre d'affaires monstrueux, si tu as pris des honoraires pour faire un énorme projet, tu as des problèmes d'appel d'offres. Ouais. Or, il n'y a pas beaucoup d'acteurs aujourd'hui. Alors que, en revanche, quand on est dans du partage de revenus, bah, quelque part, on va se partager de l'argent public qu'on a créé, au lieu de dire Oui, puis qu'on va dépenser de l'argent public qui a été budgété. Aussi, Donc voilà. Et puis ça permet aussi de se dire qu'on peut prendre plus de risques, bien sûr. puisque tu mets pas. Il y aura un paradoxe à dire. On est là pour créer des nouvelles richesses, des nouvelles ressources, et de dire, pour commencer, High on va risk, vous comme prendre dans le des honoraires. business, high risk, high reward. Après, la particularité du Web3, c'est que c'est quand même une des premières révolutions technologiques et business qui n'enlève rien, il ne fait que rajouter. C'est ça. C'est comme un nouvel enfant qui naît. Tu partages pas ton gâteau de l'amour, mais d'une certaine manière, tu as un nouveau gâteau qui arrive, voilà, qui t'est posé sur la table. Et c'est ça, le Web3. Messieurs, Je laisse à Laurent. partageons le gâteau de l'amour Alors là, c'est la fin. avec nos compagnons, compagnes respectives et rentrons chez nous le coupé de bon cœur. Je salue la communauté qui nous a suivis jusque-là, qui est en train de parler des Jeux valeureux. 2024, donc ils sont prêts à rester longtemps avec nous. Salut Kevin, salut Usul, salut à tous ceux que... et salut à Raskar Kapak 79 qu'on n'avait pas encore salué. Vous pouvez évidemment, si vous êtes arrivé en cours de route, retrouver l'intégralité de cet échange dès la fin de l'émission sur Twitch, mais surtout dès demain, après-demain, ça va dépendre un petit peu de nos emplois du temps respectifs avec Romain, sur 20minutes.fr, sur la rubrique 20 minutes, où on fait une restitution complète. On fait même croire qu'on a fait une interview directe, on tire des phrases de tout ça. Vous êtes des littéraires à la base, quoi. Ouais. Ah bah moi c'est l'écrit. Mais là, on s'est pas aidé aujourd'hui avec une interview d'1h30. C'est pour ça que je te disais non, mais Alors, ils Coupon, ont fait un peu de taf. je suis même parti en plein milieu de l'interview, j'ai eu un petit coup de chaud, je vous le cache pas. Je pense que la lampe est un petit peu forte sur moi. Mais en tout cas, j'étais vraiment ravi de vous accueillir tous les deux. Ça m'a fait super plaisir. En plus, j'ai l'impression que ça a bien fité. Ouais, franchement, c'était passionnant. Merci. Si jamais vous faites un projet commun, vous nous créditez dans les remerciements. Promis, Obligatoires. Les On entremetteurs. on signe un truc là tout de suite. C'est une salle de On réunion. fera un smart contract, on touchera une part. Sur... Ouais, Voilà. exactement. Voilà. Voilà, t'as tout compris. Semaine prochaine, je crois qu'on parlera plutôt de musique. Oui, Il me semble que c'est Romain qui va l'idée tout ça, je crois. Hein. ouais, ça va être cool, ouais. Vraiment, Voilà. enfin comme aujourd'hui. C'est pour ça que je lui ai j'espère. transmis la chaise d'honneur et je vais m'écloper discrètement. Vous verrez même pas que je suis pas C'est là. pour ça que tu t'es Ouais, absenté, tu m'as laissé les exactement. spotlights, quoi. Et puis, Jodoin, Godefroy, on vous retrouve très vite quand vous voulez. Hein, ici, vous êtes chez vous. Et puis, Très bien. tenez-nous au courant de la suite de vos projets respectifs. Merci encore à tous. Paul, Merci, Polo, bravo. ouais. Il y a eu son- des problèmes de son, Polo? Non, rien du tout. Je vois Le un talent. dernier commentaire en dessous, c'est Son excellente parfait, émission et grande son qualité. parfait, grande qualité. Eh Voilà. ben, c'est Bitload. On peut pas dire que tu l'as payé. C'est un incorruptible Bitload. Donc, c'est que c'était parfait. Allez, à bientôt. Merci. Merci. encore. Merci beaucoup.